Les gens pensent qu'en mettant des t-shirts et en allant à des conférences, ils vont devenir Mark Zuckerberg. Ouais. Ça, c'est le storytelling. Tu vois. Les gens ne voient pas les heures de travail dans une chambre où, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux te permettre de casser les codes quand ce que tu apportes a de la valeur assez intense. Et il faut pas sous-estimer la préparation de ces gens-là, tu vois. Un Kobe Bryant qui se lève tous les jours de sa vie à 4 heures du mat pour faire un entraînement par jour parce qu'il a calculé que ça allait lui donner 7 ans de plus de carrière à la fin de sa carrière que les autres. C'est incroyable. Tu vois, ça c'est un truc quand il va au MTV Music Awards, c'est Kobe Bryant, tout le monde se dit ah ouais mais en fait faut juste bien s'habiller, bien jouer au basket et ça y est c'est bon on va être invité dans les événements. Non cousin, faut se lever à 4 heures, tu vois. Et en fait ça c'est un truc, tout le monde veut aller au paradis mais personne n'est prêt à mourir, tu vois. Bienvenue dans le Level Upper, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles ? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une super pêche et que tout se passe au mieux pour vous ainsi que vos business. Comme d'habitude, on accueille la crème de la crème au sein du Level Upper. Et aujourd'hui, avec moi dans le cockpit, on a Pierre. Comment vas-tu, Pierre ? Écoute, ça va super bien, t'as de la chance parce que je suis dans une forme olympique aujourd'hui. J'ai hâte de faire passer un moment Nutella à tous ceux qui vont nous écouter. J'adore, c'est super. J'aime beaucoup le Nutella, j'en ai souffert, j'ai eu pas mal de boutons quand j'étais jeune. Et là, je sens que ça va être génial. Déjà, avant de commencer, comme tu le sais, nous, on aime bien aller dans le vif du sujet, mais on adore aussi les histoires entrepreneuriales. Et je ne commence pas de podcast sans savoir qui j'ai face à moi. Je sais qui tu es, bien sûr, mais nos auditeurs, j'aimerais que tu parles un petit peu de qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Écoute, moi, je m'appelle Pierre Paris, j'ai 28 ans. Et je suis le cofondateur d'un centre de formation pour Kylian Mbappé de l'entrepreneuriat. Et on l'a monté il y a 3 ans. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de trouver des projets de vie à des jeunes et de leur donner tout ce qu'ils peuvent vouloir pour monter leur business à bien. Incroyable. Déjà, je vais revenir tout à l'heure sur le Kylian Mbappé parce que j'adore. Mais avant ça même, j'aimerais que tu me parles de ton petit parcours, quoi, parce que tu lances un centre de formation. D'où t'es venue l'idée et surtout, pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors moi, j'ai un parcours assez, on va dire, classique, qui a fait bien plaisir à mes parents et à ma famille. J'étais pas forcément très bon à l'école. J'ai quand même ensuite réussi à développer une certaine rigueur qui fait que j'ai fait une prépa scientifique, une PTSI exactement. Wow. C'était les 2 années les plus dures et les plus enrichissantes de ma vie, dans le sens où moi j'ai une personnalité un peu assez fêtarde, assez work hard, play hard. Et là c'est vrai que les 2 ans de prépa c'était vraiment un tunnel dans lequel je suis rentré. Et ensuite, une fois que j'ai réussi le concours d'entrée aux arts et métiers, je suis devenu ingénieur et j'ai assez vite compris que j'allais pas terminer chez Renault ou chez Thales en responsable produit, responsable, tu vois, il y a des métiers très techniques et très industriels qui allaient pas me plaire. Moi, j'avais besoin vraiment de comprendre toutes les différentes composantes d'un business, la compta, le commercial, la RH, etc. Et j'ai quand même continué dans la voie du conseil pour aller jusqu'au bout de ce parcours-là et j'ai fait de l'automatisation chez SIA Partner. Ok. Et avant, j'ai fait un petit saut aux États-Unis pendant 1 an. J'ai fait un Master of Science là-bas. C'était assez enrichissant et j'en ai encore les bienfaits tous les jours, notamment au niveau de l'anglais, au niveau de l'ambition, au niveau de la façon de penser. J'ai pas mal de potes américains qui reviennent à Paris, qui viennent chez moi et la façon dont ils pensent, la façon dont ils travaillent, c'est complètement différent. Mais on pourra en reparler après si tu veux. Et une fois que j'ai arrêté cette partie-là, consulting, je me suis dit, ok, bon, je crois que j'ai compris. Je comprends un peu ce jeu-là de serrer des paluches, monter en grade et finir à 50 ans, divorcé avec une crise cardiaque. C'est pas ce que je voulais. Je me suis dit qu'il y avait moyen que je me sentais prêt en fait pour me lancer. Et j'ai rencontré Maxime Blondel qui m'a dit...
tu fais de l'automatisation, ça tombe bien, j'ai une marque, j'ai une offre, j'ai vendu à 2 personnes, je sais pas comment les délivrer, t'es la bonne personne, viens avec nous. Et j'ai dit ok. Par contre, je suis pas Bernard Tapie de l'entrepreneuriat, donc je me suis dit ok, faut quand même que je couvre mes arrières. Et donc je l'ai fait en parallèle de mon job. Donc grosse journée. Mais heureusement, j'étais en chômage partiel, donc ça allait. Et en fait, jusqu'au moment où mon business, on va dire mon side project, m'a rapporté autant d'argent que mon CDI, je dis ok, c'est le moment de bascule, on y va. Et depuis, là, ça fait 3 ans que je suis corps et âme dans The Quest, qui a démarré un peu comme ça avec plusieurs projets en satellite, jusqu'à avoir un système complexe, uni, où on accompagne des jeunes aussi bien pour créer des startups que pour créer des agences. Et moi, je m'occupe en particulier de ceux qui veulent créer des agences. Super intéressant, super intéressant. Et pendant que tu étais en train de parler, j'ai au moins 10 questions qui me sont arrivées. Je sais pas comment je vais faire pour faire le tri. On va déjà commencer par ton voyage aux États-Unis. Tu m'as parlé de différences entre mindset, etc. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent et de meilleur là-bas qu'ici? Parce qu'on entend énormément d'entrepreneurs dire quand tu vas aux États-Unis et quand tu reviens, c'est complètement autre chose. Et moi, j'ai jamais été pour l'instant. Et j'aimerais que tu me fasses ressentir cette américanisation du mindset, quoi. Je pourrais t'en parler pendant des heures. On a le temps. Je pense le premier truc à comprendre avec un Américain, qui en fait traduit beaucoup de choses dans leur façon d'être et dans leur culture du monde, c'est qu'ils ont que 10 jours de vacances par an. Donc une fois que t'as compris ça, tu comprends pourquoi ils pensent que la Russie et la France sont 2 pays voisins. Tu vois, ils pensent que moi je me présentais, je disais ouais je suis français, ils me disaient attends, trop débarre, mon oncle il est irlandais. Ouais. Et alors ah c'est pareil, tu vois, genre vous devez vous connaître de loin quoi. Ouais. Ah non mec, en fait c'est loin. J'avais mon meilleur pote aux États-Unis, il était en politique internationale, il avait un master en politique internationale. Et je lui ai dit c'est quoi les couleurs du drapeau de la France, il a été incapable de me répondre. Et en fait, quand tu comprends qu'ils ont 10 jours de vacances, tu comprends que ils ont pas forcément le temps de voyager très loin. C'est pour ça qu'ils ont des spots qu'ils adorent proches des États-Unis. Déjà, les États-Unis, c'est énorme. C'est énorme. Le Texas, c'est plus grand que la France. Ils vont aller au Mexique pour aller en vacances. C'est un peu leur Deauville, tu vois, le Mexique. Et en fait, du coup, quand ils choisissent un job, ils choisissent un mode de vie. Ce qui fait que c'est pour ça qu'ils vont ramener des cupcakes le matin au taf. C'est pour ça qu'ils vont partir en vacances beaucoup plus avec leurs collègues. C'est pour ça qu'ils vont faire toute l'année des journées de 8h, 19h en continu, même l'été, même, tu vois, le monde ne s'arrête pas en août comme en France, aux États-Unis, tu vois, parce que t'as que 10 jours de vacances. Donc il y a une espèce de continuité et une espèce de beaucoup plus d'harmonie entre le job que tu fais et en fait, il y a très peu de différenciation entre ta vie pro et ta vie perso. Et ça se voit même dans les entreprises. Quand tu crées une entreprise aux États-Unis, tu peux utiliser l'argent de ton entreprise pour acheter des biens perso. Il n'y a pas de délire de notes de frais. Ouais. Ça n'existe pas. Et donc, du coup, ça traduit un truc de... Alors attention, après, c'est des gros travailleurs. C'est-à-dire que moi, mes potes, ils sont à 120 000 euros par an. Par contre, ils font du 7h, 21h. Ils vendent des assurances et ils sont en costume 6 jours sur 7. Et enfin, c'est des gros charbonneurs. C'est ce qu'on appelle les hustlers. C'est ça? Ouais, les hustlers, mais on va dire que c'est plus des gens un peu dans le système. Ouais. C'est pas forcément des gens qui vont essayer de contourner le système. Mais après, l'autre point qu'il faut du coup comprendre pour les États-Unis, c'est que tout est cher. Et tu payes tout. Donc tu gagnes beaucoup, mais tu dépenses beaucoup. Et quand tu commences ta vie, on va dire on va dire 21, 22 ans, ça dépend si t'as fait un master ou pas. Quand tu commences en fait ton cycle, t'es déjà endetté de 50, 40 000 euros. Et tu sais déjà que tu vas avoir besoin d'argent parce que tu vas devoir payer les études de tes enfants qui vont te coûter entre 100 et 200 000 euros par enfant. Incroyable. Donc du coup, t'es dans un truc de si je veux avancer, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de déjà rembourser mes crédits et j'ai pas le choix de mettre de l'argent de côté pour mes enfants plus tard.
Et quand tu dis moi je parle avec mes potes américains, quand je leur dis ça va, je dis financièrement ça va, tu t'en sors. J'ai un de mes potes là, il a fait un tour du monde, un tour d'Europe pendant 3 mois, tu vois. Je dis mais financièrement ça va et tout. Et il m'a répondu, mec, j'ai acheté une maison. Non, il m'a dit le crédit de ma maison s'arrête dans 6 mois et le crédit de ma voiture s'arrête dans 3 mois. Du coup, je suis riche dans 3 mois et dans 6 mois. Incroyable. Parce que ils ont ce délire d'emprunter de l'argent. Ouais. Et ça, c'est un truc que tu retrouves dans les personnes influentes et riches. C'est qu'en fait, ils sont pas riches en quantité d'argent sur leur compte en banque. Ils sont riches en quantité d'argent qu'ils ont emprunté à la banque. Et tout ce qu'ils font quand ils gagnent 3 millions, c'est qu'ils vont emprunter 10 millions. Et moi, comme je suis quelqu'un d'anxieux un peu de base, j'ai pas encore ce mécanisme-là de beaucoup emprunter et de prendre des dettes et en fait de jouer avec ces dettes-là. Parce que c'est un vrai risque. Il faut être sûr de pouvoir être en capacité de rembourser. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2008, tu vois, lors de la crise. Le problème, c'est les gens ont emprunté et en fait, ça a explosé parce que les banques se faisaient de l'argent un peu sur le dos des Américains. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ces aspects-là, c'est de se dire, les Américains, ils font pas de distinction entre vie perso et vie privée, et ils ont pas de sécurité. C'est-à-dire que ils savent que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Le chômage n'existe pas. Quand tu te fais virer du jour au lendemain, c'est merci, au revoir. Voilà. Donc, quand t'as un job, c'est bien, tu dois être très fier. Par contre, t'as aucune sécurité. Si tu te bouges pas le cul tous les jours, bah c'est merci, au revoir. Ça fait peur, c'est wild. C'est wild, ouais, mais en même temps, le côté American Dream, c'est vrai, quoi. En gros, si vraiment tu bosses beaucoup, alors après, attention, hein, il y a des inégalités, on part pas avec, enfin, tu vois, je dis pas que, il y avait certains quartiers dans lesquels j'étais où, voilà, c'était compliqué. Moi, j'étais dans une petite ville au Texas qui s'appelait Lubbock. Il y avait 200 000 habitants, il y avait 40 000 personnes dans l'université, donc la ville, c'était l'université, tu vois. Donc, ouais. Ça explique pas mal sur le mindset et je trouve que c'est très bien traduit dans la série Emily's in Paris. Il y a beaucoup de choses et toutes les réflexions que se fait Emily quand elle est dans Paris, etc. Traduisent vachement l'esprit américain. Tu vois, quand elle vient au travail, elle est hyper enjouée avec ses collègues. Ses collègues, ils font tous la gueule. Ils ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux. Et quand elle boit des verres avec ses collègues, elle leur dit mais je comprends pas. Enfin. Et il leur dit, mais en fait, moi, je travaille juste pour avoir de l'argent, tu vois, genre, je serre les fesses toute la semaine pour que le week-end, je puisse kiffer. Et nous, en France, on est un peu dans cet esprit-là de dire, ouais, je travaille parce que je travaille, mais de toute façon, en vacances, ça va me permettre de kiffer en vacances. Ouais, mais mets-toi dans un état d'esprit où fais un taf qui te fait kiffer toute l'année, tu vois. Les vacances, c'est 104 jours dans l'année. Enfin, genre, let's go, tu vois, genre, faut pas être en apnée toute la semaine et kiffer le week-end. Vraiment. C'est marrant ce que tu dis, mais j'ai l'impression que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, même dans le monde du salariat, bah, on passe pour des bisounours, là. Un peu, parce que, concrètement, il y en a qui travaillent, bah, comme tu le dis, 10 jours, enfin, ils ont 10 jours de congé. Et nous, on a environ combien, 5 semaines? Quelque chose comme ça. Ça dépend si tu travailles en banque. Voilà, ça dépend si tu travailles en banque ou pas, si t'es dans l'éducation, toutes ces choses-là. Mais à t'entendre vraiment, j'ai l'impression que quand tu vas là-bas, c'est vrai que l'American Dream, ça existe vraiment. C'est le travail au mérite vraiment, quoi. Et bah écoute, ça fait plaisir déjà d'entendre. Et je pense que ça remet également les pendules à l'heure pour les personnes qui parfois on a l'impression quand on se lance dans l'entrepreneuriat qu'il y a des plafonds de verre, etc. Et le fait de dire que bah tu travailles, quoi qu'il arrive, si tu travailles comme il faut et aussi bien qu'il faut. Et aussi intensément. Pour moi, la réussite, c'est intensité multipliée par le temps que tu donnes, concrètement, multipliée par la passion que tu as dans le projet. Si tu as bien ces 3, caractéristiques, eh ben, t'as pas de chance d'échouer, si je comprends bien. Bah, en fait, je pense que c'est surtout parce qu'il y a eu un switch entre la génération de nos parents et notre génération. Et Thierry Marx, il en parlait super bien et il l'a résumé en disant, en fait, à l'époque de nos parents, on avait un job parce qu'on devait avoir un job, et ensuite on essayait de monter petit à petit et ils étaient carriéristes. Là aujourd'hui, tout va très vite, donc ça va très vite vers le haut et ça va très vite vers le bas aussi. C'est-à-dire que t'as des youtubeurs qui sont millionnaires, t'as des tiktokers qui sont millionnaires, donc tout peut aller très vite en une vidéo, dans un sens comme dans l'autre. Et donc en fait aujourd'hui notre génération, d'abord elle fait un truc qui la fait kiffer, et si ensuite elle se dit ah ouais putain mais en fait il y a peut-être un business à faire, elle va aller encore plus loin. Mais la première chose, c'est, en fait, d'abord, faut pas que ça me fasse chier. Genre, tu vas pas me demander de venir dans une salle de réunion en costume tous les jours pendant toute ma vie, tu vois. La nouvelle génération, elle est très comme ça, encore plus la nouvelle plutôt que la mienne, mais encore plus la nouvelle, je suis sûr que dans
dans 30 ans, Ouais. dans 30, 40 ans, nos enfants, ils vont dire, mais c'est une dinguerie, vous allez au bureau tous les jours. Moi, la défense, ils vont dire, mais c'était une jungle, c'était fou d'aller à la défense, tu vois. Ils vont dire, c'était une dinguerie. Ils ont remonté des Tesla dans leur garage. Ils font, et les gars, vous êtes des fous, pourquoi vous vous déplacez? Il y a des mecs qui faisaient 1h30 de métro par jour. C'est dingue, tu vois. Carrément. Ça va être une dinguerie pour eux. Carrément. Là, je suis en train d'imaginer, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et parfois, mais j'ai l'impression que c'est en train de se mettre petit à petit en place, parce que nous, comme tu le sais, on accompagne les entreprises, etc., afin qu'ils puissent toucher encore plus de croissance. Et très souvent, ils ont peur justement avec leur branding, etc. Ils voient que d'autres entreprises y arrivent. Voilà, les entrepreneurs, ils sont en t-shirt, short, claquettes, parfois dans leur bureau, ils arrivent à faire des 100K, 200K, etc. Et eux, justement, ils ont peur de passer ce cap-là. J'ai l'impression que les nouvelles générations, ils sont plus dans le je suis comme je suis, tu m'acceptes comme je suis, mais let's stay focus, bien, reste concentré sur le business, etc. Et j'aime beaucoup parce que très souvent, en fait, la majorité des deals que j'arrive à signer, c'est quand je suis vraiment moi-même. C'est-à-dire, j'ai mon pantalon Fela Kuti, avec plein de couleurs, je suis en claquette, j'ai un t-shirt et je suis posé, on échange. Et en échangeant comme ça, en fait, on a plus on me ressent plus. Ouais. Tu vois. Alors que quand tu fakes un peu, tu mets un costume, plein de trucs, vraiment, tu sais pas moi. Non, en fait, je trouve que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est à cheval aussi, à la fois sur le storytelling et l'aspect valeur-temps. En gros, le storytelling te fait penser que, par exemple, tu prends Mark Zuckerberg, les gens pensent qu'en mettant des t-shirts et en allant à des conférences, ils vont devenir Mark Zuckerberg. Ouais. Ça, c'est le storytelling. Tu vois. Les gens ne voient pas les heures de travail dans une chambre où, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux te permettre de casser les codes quand ce que tu apportes a de la valeur assez intense. Et il faut pas sous-estimer la préparation de ces gens-là, tu vois. Un Kobe Bryant qui se lève tous les jours de sa vie à 4 heures du mat pour faire un entraînement par jour parce qu'il a calculé que ça allait lui donner 7 ans de plus de carrière à la fin de sa carrière que les autres. C'est incroyable. Tu vois, ça, c'est un truc quand il va au MTV Music Awards, Kobe Bryant, tout le monde se dit, ah ouais, mais en fait, faut juste bien s'habiller, bien jouer au basket, et ça y est, c'est bon, on va être invité dans les événements. Non, cousin, faut se lever à 4 heures, tu vois. Et en fait, c'est un truc, tout le monde veut aller au paradis, mais personne n'est prêt à mourir, tu vois. J'adore. Genre, il y a vraiment un truc où les gens, avec les réseaux et tout, tu penses que pour avoir ce que tu peux avoir, il faut atteindre ce résultat-là, mais ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Et en fait, quand tu montes une agence, c'est exactement ça, c'est que au lieu de te vendre toi, en tant que moi je suis un consultant, j'ai fait 5 années d'ancienneté sur tel et tel logiciel, je viens 2 heures chez toi pour travailler et tu vas me payer à l'heure. Non, moi je vais t'apporter telle valeur à ton entreprise, si ça me prend 9 secondes, ça me prend 9 secondes et tu paieras quand même 200 000 euros, tu vois. Et hier, tu vois, avec l'une de mes agences que j'accompagne, parce que j'en accompagne 5 aujourd'hui, avec l'une des agences, je suis allé pitcher à un client. On a signé le plus gros deal de notre carrière à 156 000 euros. Lourd. Incroyable. Lourd. C'est pour ça que je suis en bonne humeur aujourd'hui. Il a un sourire, c'est incroyable. J'ai une adrénaline, une testostérone qui est élevée là, tu vois. J'imagine. Non, franchement, ça doit être top. Franchement, c'est une dinguerie et je pourrais faire le storytelling de, en fait, voilà, il y a un mec qui m'a contacté sur LinkedIn, j'y suis allé en claquettes chaussettes, je lui ai présenté un PowerPoint et j'ai signé 50 000 euros, tu vois. Pas du tout, en vrai, tu vois. En vrai, c'est 3 ans de publier du contenu quotidiennement sur LinkedIn. Je me suis pris des portes de malade. C'est avoir des conversations difficiles d'un point de vue business avec des gens que t'aimes de ton entourage parce que t'as commencé avec eux, mais que il y a un moment donné, ça va plus, il faut se dire des choses. Tu vois, c'est des heures et des heures et des heures sur YouTube. C'est des clients qui t'insultent parce qu'il y a des fautes d'orthographe dans ton PowerPoint. Et du coup, t'as l'impression que t'es une merde. Du coup, il y a même un mec, il m'avait envoyé une fois le projet Voltaire par email parce que je faisais des fautes et tout. Enfin, tu vois. Donc, en fait, faut travailler dans un truc où la passion intervient parce que ça te fait kiffer de continuer. Et si tu trouves un truc moi, l'indicateur que j'aime bien, c'est de te dire, si tu fais du sport un dimanche après-midi, genre à 17h, que tu rentres chez Watt à 20h, et que t'es capable de te mettre sur un projet, c'est que le projet, tu le kiffes. On est clairement d'accord. Et j'adore ce que tu dis aussi parce que j'ai envie de rebondir sur le point où tu dis, où tu parles de Kobe Bryant qui, j'ai regardé sa biographie, c'est un truc de fou. Ce gars est malade. Tous les jours, 4 heures du matin, j'ai une petite histoire sur lui, où, il devait avoir un match à Las Vegas ou je ne sais où, et il réveille son coach.
il lui dit, bah, viens, on va courir dans le désert, etc. Je me sens pas bien, j'ai envie de m'échauffer, etc. Son coach, il en a marre de lui parce qu'il veut être le meilleur. J'ai l'impression que maintenant, enfin, dans le siècle, enfin, actuellement où on est, en entrepreneuriat, on a besoin de personnes comme ça. C'est ces types de personnes vraiment qui sont un petit peu, si tu veux, défoncées de l'esprit, qui sont plus passionnés par la chose disons, de talent, qu'ils pourraient avoir sur la chose, qui réussit. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça. En fait, ça dépend. En fait, ça dépend du jeu auquel tu joues. Une startup, elle joue à un jeu où peut-être qu'un jour, elle va toucher 1 milliard. Une agence, elle joue à un jeu où elle veut tous les jours 1 million. Mais elle pourra jamais avoir 1 milliard. Et en fait, c'est pas les mêmes types de personnes qu'on accompagne. C'est pour ça que nous, on a vraiment scindé la chose en deux. Moi, je travaille avec mon associé qui s'appelle Adams. Et nous, on travaille sur les agences parce qu'on est des purs produits d'agence et que moi, j'aime pas le chaos. J'aime quand c'est ordonné. J'aime quand tu remplis un formulaire, la donnée, elle va à tel endroit. J'aime savoir si je t'ai appelé, si je t'ai envoyé un message, si je t'ai emailé. Enfin, tu vois, j'aime savoir ça. Je veux ce truc-là. Et quand tu fais une agence, il faut de la résilience, il faut de l'organisation, il faut apprendre à relancer les gens, il faut savoir comment le faire et tout. Et j'aime le relationnel de ouf, tu vois. Quoique le relationnel, c'est aussi bien pour les startups. Mais dans les startups, quand tu joues à un jeu où justement il faut aller chercher le milliard, il faut de la singularité. Et il faut, ça tombe bien, on est dans un espace un peu de l'espace, il faut que, en gros, les étoiles naissances viennent du chaos. Et donc, il faut du chaos. T'es obligé d'avoir du chaos. Et donc, tu vas pas du tout chercher les mêmes personnes. Et c'est marrant parce que, parfois, il y a des gens qui postulent à The Quest, pour créer une startup, qui ensuite viennent, nous, du côté agence et inversement. Et en fait, quand nous, on voit que le mec, il a plus d'ambition et ça le fait pas kiffer juste de closer un deal, on l'envoie vers le côté startup parce qu'on se dit qu'il va peut-être, il a cette flamme dans les yeux, il a ce délire de je veux faire un truc fou en fait. Et quand tu pitches une startup au début, elle est forcément dingue. Les gens ils sont forcés de te prendre pour un malade, tu vois. Genre Airbnb au début, les gens ils disaient mais t'es un malade. Ou même imagine le pitch de LinkedIn. Imagine le mec, il arrive et dit ouais, on va recréer Facebook mais ce sera que pour le professionnel. Pour les pros. Bah, mec, moi tu me pitches ça, je te dis mais non. Enfin, il y a déjà Facebook, les gens ils parlent pro et ils se voient dans les cocktails et dans les séminaires, tu vois, ils vont pas étaler leur vie et tout. Maintenant LinkedIn c'est devenu Instagram, tu vois. Moi je kiffe en vrai, je suis le premier à faire des selfies, à les mettre sur LinkedIn pour avoir du reach et augmenter mon audience, mais tu vois genre il faut juste se dire que en fait, il faut quelqu'un d'assez passionné, donc d'assez singulier dans ce qu'il fait pour que malgré les tempêtes, il reste focus dans sa direction. J'adore. Moi, ce que je dis, c'est que souvent, je compare les entrepreneurs à des héros. C'est-à-dire, tu connais l'Iliade. Ouais. Je la fais presque à chaque fois, mais si tu veux, l'Iliade, c'est l'histoire d'Ulysse, etc., qui est parti en guerre et qui doit revenir chez lui. Et pour revenir chez lui, il doit créer une équipe. C'est un humain, voilà, il est fragile. Il se bat contre des dieux, des démons, des mutants, etc. En fait, il a que des péripéties et aucune péripétie ne se ressemble. Et c'est un truc de ouf parce qu'un entrepreneur, c'est un petit peu pareil selon moi. C'est que déjà toute ta journée, c'est ça va pas. Tu réussis à closer un deal, 2 jours après, tu te rends compte que le fournisseur qui doit te permettre de pouvoir atteindre ce deal-là n'est plus là. Il y a des trucs de dingue, quoi, tu vois. Donc, j'ai envie de savoir, toi, qu'est-ce que tu penses justement de la comparaison entre les héros, disons grecs, ou les héros en général, ainsi que les péripéties, et les entrepreneurs, disons, modernes. C'est une bonne question. Je pense qu'en effet, t'as raison, dans l'entrepreneuriat, les hauts sont très hauts et les bas sont très bas. C'est pour ça qu'il faut entreprendre en équipe et que moi j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait si j'étais pas en équipe. Et en fait le côté héros et entrepreneur d'aujourd'hui, en fait c'est un statut que nous on donne aux personnes, mais en réalité les héros ne savent pas qu'ils sont des héros. Et les personnes singulières, les vraies personnes vraiment très singulières, ils pensent pas être singuliers. C'est toi qui leur dis qu'ils sont singuliers, tu vois. Mais en réalité eux ils pensent être normal. Et tu vois on accompagne Sacha qui est un entrepreneur avec nous qui crée Mobula, qui est globalement un Coinbase mais décentralisé, vraiment décentralisé. Parce qu'aujourd'hui Coinbase, quand t'achètes ta crypto, tu détiens pas ta crypto, c'est Coinbase qui la détient. Et donc on a commencé avec lui quand il avait 17 ans, donc on l'a émancipé pour monter une entreprise avec lui.
Et lui, il est singulier, quoi. C'est genre, j'ai rencontré 2 génies dans ma vie et l'un d'eux, c'est Sacha. Et en fait, il y a des trucs qui sont géniaux avec lui. Quand on va faire des off-site et des séminaires avec lui, c'est juste génial. Genre, quand il va au restaurant, il demande à manger des pâtes. Il prend tout le temps des pâtes sans sauce. Ok. Et je lui dis, pourquoi tu prends des pâtes sans sauce? Parce qu'il, parfois, il se fait engueuler, tu vois, par la serveuse. Il dit, respectez mon restaurant, la sauce, elle est maison et tout. Et sans sauce. Et du coup, je lui dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, en gros, la fonction de se nourrir, c'est une fonction que je dois faire malgré moi. Si ça tenait qu'à moi, je me nourrirais pas, tu vois. Genre, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est avancer. Ouais. Et donc, il sait qu'il doit se nourrir, il doit mettre du fuel dans sa machine. Et du coup, il veut pas que ce soit une prise de tête, une décision. Et donc il dit voilà, moi je veux être sûr d'avoir les apports que les pâtes vont me donner. Par contre, je veux pas me dire je vais pas bien manger ou je vais pas aimer. Donc je mange que ça. Et en fait, t'enlèves une distraction. Et Mark Zuckerberg, quand il se lève, il s'habille tout le temps pareil, le mec. C'est comme Brice de Nice, tu vois. Brice de Nice, il s'enlève la distraction de comment je vais m'habiller ce matin. Ça, je mets les mêmes habits. Et en réalité, ce qui fait que t'es un bon entrepreneur, moi je pense, j'en suis certain maintenant, que je pensais pas d'ailleurs il y a 3 ans, c'est que tu enlèves toutes les autres distractions. En fait, tu dis non à tout autre. Et c'est ce que Kobe Bryant, il fait. Kobe Bryant, il part pas en vacances au Mexique 3 semaines. Il dit non à toutes les autres sollicitations parce qu'il fait un seul truc, c'est le basket. Cristiano Ronaldo, il fait un truc, c'est le foot. Et il excelle là-dedans, mais parce qu'il a choisi un seul pilier. Alors, c'est pour ça que les gens, ils disent, ouais, moi, je veux être Mike Horn, je veux être Cristiano Ronaldo et tout. Ok, vas-y. Va dire non à tous les anniversaires de tes potes. Compliqué. Va dire non à tous les mariages de ta famille. Va dire non à toutes les vacances. Va dire non à fonder une famille, machin et tout, tu vois. Genre, il y a plein de trucs où eux, ils disent non. Quand tu regardes Kylian Mbappé, tu regardes ses stories, le mec, il est en vacances 1 semaine dans l'année. Tu vois. Les dimanches, il s'entraîne. Toute la semaine, il s'entraîne. Il a match tous les samedis ou dimanches. Enfin, tu vois, ils ont pas les week-ends, les mecs. Donc, faut savoir ce qu'on veut, tu vois. Et donc, après, quand t'es passionné, quand t'es singulier, c'est beaucoup plus facile de dire non. En fait, tu dis non naturellement. Mais dans la biographie d'Elon Musk, tu vois, il raconte que son frère, il s'est marié. Il était témoin. Il est allé au mariage un quart d'heure. C'est dinguerie. Tu vois? Ouais. Et c'est juste parce que, voilà, il y a d'autres choses à faire, quoi. Ouais. Et je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je dis, il faut se rendre compte des choix qu'il faut faire, tu vois. Exactement. Et je partage ce que tu dis parce que, en fait, c'est ces personnes qui marquent un peu l'histoire et l'entrepreneuriat. Les noms que tu as donnés, c'est pas des noms communs, mais c'est des, si tu veux, c'est des GOAT. Voilà, c'est des top listes. Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo, quoi. Ils ont même fait disons, une biographie sur lui où il raconte son histoire et dit que, en fait, il dort ses 8 heures ou ses 7 heures. Quand il se lève, il s'entraîne un peu avant d'aller accompagner ses enfants à l'école. Quand il rentre, il fait une petite sieste. Ensuite, il va s'entraîner encore. Ensuite, il va chercher ses enfants. Ensuite, il va s'entraîner encore. Ensuite, il dort. Mais tu t'imagines ça? Le nombre de fois par jour, multiplié par des années, comparé à nous, voilà. Moi, j'ai mon pote qui me dit, c'est mon anniversaire. Si je vais pas, il va m'en vouloir et je vais y aller juste parce qu'il faut que j'y aille, quoi. Mais c'est complètement faux parce que t'es déconnecté à un moment donné. Mais est-ce que ça fait pas peur aussi, justement? Parce que si tu veux, c'est la rançon de la gloire. Si t'as envie de réussir, tu dois atteindre cette partie-là. Enfin, tu dois aller dans ce hype-là. Mais si tu ne l'atteins pas, si tu ne l'atteins pas, enfin, si tu n'arrives pas à mettre les paramètres pour les atteindre, tu pourras jamais y arriver non plus. Est-ce que ça ne créerait pas, par exemple, disons des entrepreneurs frustrés? C'est-à-dire voir des personnes qui sont en train qui réussissent à rester autant focus et atteindre leurs objectifs, mais qui sont un petit peu, disons, inhumains, quoi. Enfin, c'est des robots. Enfin, je me lève pas à 5 heures pour faire du sport, quand même. Ouais. Tu vois. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Si, mais en fait, je pense que nous, on appelle ça la zone de génie. C'est-à-dire qu'en fait, la première étape, c'est de trouver ton projet. En fait, ce que je pense qui fait la différence avec eux, c'est que des Cristiano Ronaldo ou des Kobe Bryant, ils ont trouvé une passion tôt et ils s'y sont mis tôt. Ils ont pas lâché ça. Et donc en fait, le but déjà dans un premier temps, et c'est ce que fait chez nous Maxime Blondel, c'est d'identifier c'est quoi ton unfair advantage, c'est quoi ta zone de génie, quelle est la mission qui va te faire kiffer pendant très longtemps. Tu vois, moi, parfois on voit des succès d'entreprises. J'ai pas envie de me faire d'ennemis, mais tu vois, genre, je sais pas, je te dis n'importe quoi, une société qui vend des boulons.
Voilà. Et demain, il y a un mec qui me dit ouais, t'es mal, la société qui vend des boulons, elle fait 10 millions de CA par an et elle fait 50% de marge. Le mec, il est richissime, il est heureux, il a toute sa famille et tout. Ouais, mais gros, moi, j'ai pas envie de faire des boulons toute la journée, en fait. Tu vois? Exactement. Et donc, du coup, il faut pas jalouser le succès des gens. Il faut se dire, ok, à la limite, il faut se dire, putain, j'ai le seum parce que lui, il a trouvé sa voie. Tu vois, c'est pas une question de quelle est la voie et où est-ce que t'en es et quel est ton statut. C'est une question de, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire profondément? Et c'est impossible que si tu trouves ta passion, tu ne peux pas en faire un business. C'est impossible. Je connais un mec, il a créé un business. Alors, je sais pas si c'est sa passion de ouf, parce que quand tu vas voir ce que c'est quoi le business, c'est... Mais en tout cas, il est heureux, il est avec sa meuf, il habite à Biarritz. Et en gros, il répare les chasses d'eau des particuliers en faisant des vidéos sur YouTube. Chacun sa passion. Je sais pas si c'est sa passion ou s'il le fait, tu vois, mais ils sont contents. Ils vendent des coachings en FaceTime d'1 heure. Ok. Et ils vendent des joints Gerberit là de réparation pour les chasses d'eau. Okay. Et donc en fait, ils sont bien. Ils font leur CA, ils font leur marge, ils sont en couple, ils ont besoin d'un petit local pour faire du stockage, ils ont fait les travaux eux-mêmes, ils font des vidéos, ils ont créé un personnage. C'est génial, tu vois. Genre trop cool, fine. Bon, moi je ferais pas ça toute ma journée, mais c'est ça que tu vois qui font, tu vois, genre c'est vraiment ce type de passion-là. Et t'es obligé de trouver un truc, même si t'es collectionneur de timbres. Si t'es vraiment le meilleur collectionneur de timbres du monde, tu peux vendre des timbres en Chine, au Japon, des millions, et tu vois, genre, il faut juste trouver son truc. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué de trouver son truc, et certains le découvrent très tard, et certains ont besoin de beaucoup d'itérations, d'autres c'est un peu inné, d'autres c'est ceci, d'autres c'est cela, mais je pense qu'il faut vraiment se pousser à sortir de sa zone de confort. Tu vois, moi, un de mes meilleurs potes qui travaille dans le conseil, un jour il m'a dit, tu vois, on était en train de discuter, et il m'a dit ouais, en fait j'ai un peu peur en ce moment parce que je me dis ça y est c'est fait, tu vois. Genre en mode ça y est, j'ai mon taf, je vais être augmenté de 8-10% tous les ans. J'ai acheté mon appart, je vis dedans. J'ai ma copine, on va bientôt se mettre ensemble, enfin se marier et tout. Genre il me dit en fait j'ai eu un vent d'angoisse parce que j'ai l'impression que genre c'était tracé, tu vois. Versus à l'école où tu savais que tu changeais de classe, t'avais une espèce de rythme, tu savais pas ce que t'allais faire dans la vie et tout. Là il y a un délire où t'as 25, 26, 27 ans, tu te dis putain c'est tracé quoi, genre je sais exactement combien je vais gagner, combien je vais pouvoir mettre de côté, combien ceci, combien cela. Il y a pas ce piment que l'entrepreneuriat donne, tu vois. Ouais. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, moi, j'ai ma question aussi, parce que là, on parle de passion depuis. Pierre, c'est quoi ta passion à toi? Moi, ma passion, c'est de coacher les gens. Ma passion, c'est de transférer ce que j'apprends, et en particularité sur tout ce qui est productivité, process, organisation. Ça, c'est ma passion. Vraiment, genre, j'adore faire ça. C'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube sur un peu le no-code, les outils. Tu vois, j'adore découvrir j'adore apprendre, en fait. J'adore comprendre les mécanismes, comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, comment le faire moi-même. Et ouais, je pense vraiment j'ai un vrai kiff à élever les personnes autour de moi et à les rendre libres financièrement et géographiquement. Et tu penses que cette passion, elle vient de quoi? Moi, j'avais un délire quand j'étais plus jeune où je savais qu'il y avait un monde où je serais devenu prof. Ok, tu vois. d'accord. Je savais que, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'arrondissais les fins de mois, genre. Je me faisais un complément à ce que je gagnais. Grâce à des cours de maths, des cours de français, des cours de, tu vois. Donc, je kiffais être en one-one avec les gens et voir qu'ils arrivaient à augmenter, c'est un peu, parfois c'est un peu, il y a un peu une démarche narcissique là-dedans, tu vois, genre de dire, ouais, si t'as eu ton bac, c'est un peu grâce à moi, tu vois. Il y a un peu ce côté-là, un peu, tu vois, genre mentor, qui peut virer vers le gourou un peu, tu vois, négatif, genre. Mais du coup, moi, c'était beaucoup plus. Il y avait parfois un peu de ça, mais là, je l'orientais vraiment en me disant, ok, je sais un truc, il faut que je le transmette, tu vois. Et après, tu peux toujours refaire l'histoire une fois que t'as avancé, une fois que t'as fait ton truc. Donc moi j'aime pas, je fais une guerre contre le storytelling. Je trouve que c'est très bien d'avoir du storytelling, mais parfois ça peut duper les gens en pensant que c'est plus facile que la réalité. Et du coup là aujourd'hui la passion c'est ça,
c'est pouvoir organiser ma journée, être libre. Et tu vois, quand je fais un peu le bilan, il y a 3-4 ans, j'étais consultant. On me vendait pour des missions avec un TGM, on faisait une marge sur moi. Et hier, on a vendu le projet à 150 000 euros. Et c'est, tu vois, il y a un côté, putain, je l'ai fait, quoi. J'ai trouvé la personne, j'ai fait la propale, le mec m'a kiffé, le mec était content de la valeur que je lui produisais, il a trouvé qu'on était sérieux et let's go, quoi. Et il y a un côté, on peut pas te l'enlever, tu vois. C'est ce que j'aime. Moi, je fais beaucoup de courses à pied. Ouais, ok. Et j'ai commencé par des semis, des marathons, enfin un semi, un marathon. Là, je m'entraîne pour un trail de 62 km. Cool. Hyper bien, franchement super bien. Tu sais que j'ambitionne de le faire, vraiment de faire les courses spartiales. Je sais pas si tu vois, c'est quoi. Non. C'est les courses où, en fait, c'est des courses d'obstacles où tu dois nager, faire du vélo. Les raids. Ouais, quelque chose comme ça. Et il y a un gars là que je suis beaucoup aux États-Unis. Je crois que c'est Robert Godin, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un gars qui a fait l'armée. Enfin, il était hyper obèse, etc. au début. Il est parti à l'armée et quand il est revenu, en fait, il a battu je ne sais combien de records du monde de courses, etc. Et franchement, tu le vois rien qu'en termes de mindset, le gars, il te regarde, tu cours. Tu vois, genre, et là, tu vois, les motivateurs américains un peu, let's go, ouais. etc. Ils commencent à t'insulter et tout. Et c'est hyper passionnant. Et quand tu m'en parles, c'est que, bon, je traîne un peu les pattes, mais ça fait depuis 3 ans, j'ai envie de m'y mettre. Mais, franchement, si tu le fais, en fait, tu me tiens au courant, quoi. J'ai 1000 trucs à te dire là-dessus. Vraiment, en ce moment, je suis un peu malade, mais j'en ai même parlé avec ma meuf en mode, elle m'a dit un peu, l'avantage, c'est qu'elle aussi, elle court, donc elle comprend le mindset, mais, Cool. Elle me dit, ouais, c'est bien là, c'est bien, mais, avant, tu faisais la fête, tu buvais de l'alcool et tout, là, c'est un peu relou, un peu, genre, on se fait yécher, on commande plus de bouteilles de vin au dîner, tout, c'est relou un peu. Je dis, t'inquiète, c'est une période, t'inquiète, ça. Mais en fait, pourquoi je trouve ça incroyable, c'est que, déjà, c'est méritocratique, la course. Exactement. C'est-à-dire que tu peux être riche, tu peux connaître du monde et tout. C'est toi, tes cuisses, tes chaussures. Quand il fait froid, tu vas courir. Enfin, tu vois. Genre, c'est vraiment méritocratique. Et Strava, pour ça, il y a pas de storytelling sur Strava. C'est tes stats, combien t'as couru. Ok, merci, au revoir, tu vois. Exactement. Et j'aime beaucoup ça parce que, c'est le côté vraiment, pour moi, il y a un gros parallèle avec monter une agence et courir. Et il y a le côté vraiment résilience, le côté se fixer un objectif et être intelligent dans cet objectif. C'est-à-dire que tu peux pas te fixer un marathon et t'entraîner 2 jours avant, en fait. Ça marche pas. Donc t'es obligé d'être sérieux, d'écouter ton corps, parce que si t'es fatigué, que t'as mal quelque part, si tu forces, tu vas te blesser. Merci, au revoir le marathon. Enfin, tu vois. Et donc il y a plein d'aspects là-dedans. Et je trouve que c'est une communauté dingue. Moi, j'ai rencontré des gens vraiment incroyables. J'ai rencontré, pas plus tard que cette semaine, Barthélémy, le créateur du podcast qui s'appelle Extraterrien. Ok. C'est un mec super, il est dans l'entrepreneuriat et on organise des runs, enfin, il organise des runs avec un autre entrepreneur qui s'appelle Thibaut Fourcade, dans Paris, tous les lundis soirs. Et en fait, on se retrouve et, voilà, on a vu la différence entre le reach d'un post LinkedIn et les gens qui étaient là en vrai. Ouais. T'avais 150 commentaires sur le post en mode venez lundi et tout, ouais. Et en vrai t'avais 15 personnes. C'est normal, c'est la fame de LinkedIn. Donc ouais, je sais plus pourquoi je t'ai parlé de la course à pied, mais de ta passion. C'est ma passion. Ouais, c'est ma passion, la course à pied. Et dans ce délire aussi de comprendre les choses, j'aime beaucoup la vulgarisation scientifique. Pour ça, j'aime bien l'espace. J'avais créé une newsletter où j'expliquais comment on crée des nuages, comment on crée des ponts. Cool. D'où vient le fonctionnement des marées, etc. Donc moi, globalement, en gros, c'est comprendre avec une couche toujours de service. Si je comprends bien, en fait, c'est ce que tu viens de dire. C'est comprendre les choses et transmettre. Ouais. C'est ça, en vrai, ce qui t'anime, ce qui te passionne. En fait, ouais, comprendre et transmettre et je me dis qu'entre guillemets, moi j'ai la chance par mon parcours et parce que entre guillemets j'ai une tête bien faite. Ça c'est l'expression des mecs dans le consulting. Ouais. Tête bien faite. Cherche un profil tête bien faite. Ouais. Ça veut rien dire, tu vois. Enfin bref. Et en fait quand j'avais 3 ans, avec mon père, on se baladait dans la rue et je me suis arrêté devant un concessionnaire automobile et j'ai regardé mon père, je lui ai dit mais la voiture elle est rentrée par la porte là.
Et mon père, il a été choqué de la question, tu vois. Ouais. Il me dit, mais t'as 3 piges du frère qui il ramasse des marrons et joue au foot, tu vois, genre, c'est bizarre. Cours, tombe. Et du coup, il est allé dans le concessionnaire et il a dit, vas-y, redis au monsieur ce que tu viens de me dire. Ouais. Et le mec est pareil, choqué. Et du coup, il a sorti une voiture, il a rentré une voiture pour me montrer, comment c'était fait. Et tu vois, après, j'ai toujours eu ce délire de un peu, j'avais démonté ma PS3 à l'époque pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur et tout. Et donc voilà, ouais, j'aime beaucoup comprendre et du coup, vulgariser et le rendre accessible à un maximum de personnes. Super. Donc, t'as toujours été, disons, curieux, quoi. Ouais. Super. Génial. D'ailleurs, j'ai une autre question. J'en ai énormément. Ma prochaine question, c'est plus sur, disons, parce qu'il y a, en fait, les caractéristiques qui font un entrepreneur, un bon entrepreneur. Là, tu as déjà parlé de l'aspect, courir. Je pense que courir doit te transmettre des choses en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que toi tu fais pour rester motivé, discipliné et continuer ton activité malgré tout? Parce que je pense qu'il y a la passion déjà. Au-delà de la passion, je pense que tu as une vie derrière, etc., qui fait que bien concrètement, même si des fois tu as envie d'aller courir, il y a madame qui a des choses, ou bien tu as les parents qui ont des choses, etc. Comment est-ce que tu fais pour rester discipliné sur le long terme et atteindre tes objectifs? Alors, je vais te donner les 3 qualités que je veux chez un entrepreneur quand je commence à bosser avec lui. Et après, je vais t'expliquer pourquoi dans le projet, où sont ces qualités importantes, tu vois. Les 3 qualités pour moi, c'est 1, du courage, 2, de la résilience, et 3, je sais pas trop comment le dire, mais une courbe de croissance. Genre une faculté à avoir une courbe d'évolution. Tu vois. Donc ça, c'est plus à nous d'avoir le nez un peu pour se dire, ok, bon, celui-là, il casse pas 3 pattes à un canard, mais dans 6 mois, ça va être un tueur, tu vois. Parce que les gens, ils le sentent pas forcément, ils s'en rendent pas forcément compte du potentiel. On va dire, voilà, c'est ça, c'est le potentiel. Ouais. Et en fait, quand tu crées un projet, d'abord, ça part d'un rêve. Tu vois, ça part d'un kiff, d'une intention. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent ils rêvent leur rêve. Tu vois. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu le mets en projet, le rêve devient naze. Tu vois, genre, ouais, trop bien, je vais faire un marathon. Ok, ça veut dire qu'il faut que je m'entraîne 5 fois par semaine. Ça veut dire que là, il va falloir que je fasse 30 ou 40 kilomètres cette semaine. Ça veut dire qu'en gros, j'ai pas le temps de le faire entre 8h et 17h. Donc, soit je me lève tôt le matin, soit je le fais le soir. Ah ouais, mais là, j'ai déjà 2 anniversaires de prévus. Du coup, ça veut dire qu'il y en a un, faut que je dise non. Ah, tout de suite, le rêve, il est moins stylé, tu vois. Donc, la première chose, c'est de se mettre un contrat avec soi-même et de se dire, ok, genre, let's go, je veux faire mon rêve. Et il y a un livre qui est sorti de Thomas Gibio, que j'aime beaucoup, qui justement, qui dit, arrêtez de rêver vos rêves et apprendre à, lui, il a fait une course qui s'appelle le Tour des Géants, c'est 320 km. Je crois, 320 km. Ouais. C'est genre une des courses les plus mastodontes ever en ultra trail. Ouais. Et lui, il s'entraînait. Je lui disais, mais comment tu faisais pour t'entraîner? Il me disait, ouais, non, en vrai, ça va, le week-end, moi, je commençais à courir à minuit. Parce que j'étais là pour 14h le déj du samedi. Madame, elle était contente, j'étais avec mes enfants et tout. Et tu faisais combien de kilomètres dans le week-end? Ouais, le samedi 60 et après le dimanche 80, quoi. C'est un taré. Et en fait, justement ça, la première étape, c'est de se dire, ok, je vais faire cet objectif-là, que je me fixe à horizon 1, 2, 3 ans, et je me fais un contrat avec moi-même pour me dire, ok, c'est sûr, je le fais. Et j'ai compris qu'il y avait des conséquences, mais j'ai une profonde envie de le faire, et de me prouver à moi-même que c'est possible. Une fois que t'as ça, moi, ce que je fais, c'est un rétro-planning. C'est-à-dire que je me dis, ok, la date fatidique, c'est là. Du coup, si je décompose un peu tout, voici mes facteurs clés de succès. Donc, dans la course, c'est courir. Moi, j'ai un facteur clé de succès, c'est publier 5 fois par semaine sur LinkedIn. C'est un de mes facteurs clés de succès. Et donc, du coup, tu décomposes ça. Tu commences à le faire. Et après, avec l'expérience, tu vas le faire de mieux en mieux. Au début, j'avais un créneau, j'écrivais mon post LinkedIn et je le publiais, ça prenait une demi-heure. Parfois j'avais la flemme, parfois j'étais pas dans un bon flow, donc mes posts étaient nazes, donc relou.
mais je regardais pas forcément l'engagement, les likes, les comments, je regardais vraiment genre est-ce que j'étais capable d'en faire 5. Après je me suis dit OK, bah en fait je vais centraliser mes données, enfin mes idées d'un côté, je vais me faire des slots où je vais rédiger, je vais me faire des slots où je vais corriger, je vais me faire des slots où je vais programmer la publication. Ce qui fait que là tu vois cette semaine, peut-être même pendant qu'on te parle, j'ai un de mes posts qui est en train d'être publié. Donc tu vois tu itères, tu testes et t'avances. Donc une fois que tu as fait ce rétro-planning là, il va te falloir de la résilience pour pas lâcher. OK? Il va te falloir ensuite du courage pour te dire OK, bah ouais, j'ai fait 100 000 euros ce mois-ci avec mon agence, sauf que en fait j'ai 2 clients qui sont 80% de mon CA. Du coup, il faut que j'ai le courage d'aller leur faire signer un papier sur un engagement d'1 an, parce que sinon mon agence peut couler du jour au lendemain. Je te donne un exemple super nul, mais t'as compris l'idée. C'est un exemple qui est complètement concret. Et je prends l'exemple aussi des réseaux sociaux. Quand on dépend d'un réseau, par exemple, comme LinkedIn, et que tu fais l'ensemble de tes acquisitions là-bas, bah, si LinkedIn décide de fermer, de te ban, bah, t'es un petit peu foutu, quoi. Donc, c'est pas pour rien que tous les Américains ont des newsletters. Ouais. C'est qu'en gros, la newsletter, c'est l'avant-dernier pas avant la carte bleue. Et c'est ton seul moyen de te dérisquer de toutes les plateformes. Donc, c'est pour ça que tous les solopreneurs ou même toutes les entreprises qui vendent des produits, ils ont tous des newsletters. Et tous les e-commerçants, si vous êtes un e-commerçant et que vous lancez pas une newsletter, vous êtes mort. Parce qu'en fait, les ventes, elles font plus 30% au moment de l'envoi de la newsletter. Donc nous, on travaille aussi là-dessus, mais après, c'est pareil, c'est un truc, il faut, tu vois, genre, il faut, closer quelques deals avec LinkedIn, puis le mois d'après faire un reach NAS qui fait que tu closes plus de deals et tu te dis putain, je peux plus être dépendant de LinkedIn, tu vois. Donc bref, tout ça c'est des choses que tu apprends en marchant. Et courbe d'apprentissage, en fait il faut pas rester bloqué dans la matrice, et donc il faut moi quand je parle d'une problématique avec un des entrepreneurs qu'on accompagne, s'il me dit une semaine ah ouais tiens faut que je trouve quelqu'un pour monter mes vidéos YouTube parce que ça me prend trop de temps, si la semaine d'après on est encore en train d'en parler, c'est que vas-y frère, tu vois, genre avance. Donc ça c'est hyper important, et ça passe aussi beaucoup par la formation. Moi tous les jours je me forme entre 1 heure et 1h30, je nourris mon cerveau là-dessus pour avoir des trucs intéressants à dire quand je fais des podcasts, ou tu vois je viens un peu a cappella, mais je sais que en fait je viens pas a cappella, je viens préparer. Ça fait 3 ans que je me forme sur les agences, ça fait 3 ans que je fais les agences, etc. Et t'as des entrepreneurs qui divisent un peu j'aime pas trop cette distinction parce que je trouve qu'elle est dévalorisante, mais t'en as qui disent ouais il y en a qui théorisent et moi je suis un doueur, tu vois. Ben en fait tu doues quoi? Ouais, enfin si ouais il y a des mecs c'est des doueurs, ok, enfin ouais, bon, moi je trouve il y a un côté parfois où il y a des entrepreneurs qui sont un peu bohèmes, tu vois, ils sont un peu en mode ouais c'est cool, t'inquiète, ça va le faire, on a levé des fonds, on a encore 2 ans de cash flow, le stress, tu vois. Et le problème c'est que la France est un beau pays où il y a le chômage qui fait que pendant 2 ans bah tu peux être au chômage si t'as travaillé avant, même si bon les règles sont un peu en train de changer, mais encore une fois tout part de ta passion et de le projet sur lequel tu as envie de te lancer. Donc tout part de cette zone de génie là où tu te dis ok en fait moi mon kiff c'est l'événementiel. Et j'ai une thèse sur l'événementiel qui fait que en fait les autres le font comme ça, mais moi je vais le faire différemment. Tu vois. Et il faut y croire fort. Hyper, carrément. Je suis complètement d'accord avec toi sur ces 3 points là. Bah, t'es pas discipliné déjà, t'es foutu. Enfin, c'est comme le sport, hein, tu veux maigrir, mais si tu vas pas si t'as pas un rythme soutenu que tu respectes, si tu ne te reposes pas, si tu ne manges pas bien, bah, tu vas marcher sur tes kilos concrètement. Donc je pense que l'entrepreneuriat c'est un bon match avec le sport concrètement. Mais je pense si on commence à échanger sur ça, je pense qu'on va pas finir le podcast aujourd'hui parce que je suis une pipelette, je l'assume et j'ai énormément de questions. Et ma prochaine question c'est plus tout à l'heure on a parlé d'Ulysse, on a parlé de sport. J'ai l'impression que t'es un grand sportif et en même temps, je sais pas, tu me diras où t'avais pas mal de gaming. De jeux. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que ton projet s'appelle The Quest en même temps, et quand tu parlais en fait je me disais The Quest, Achille, etc. Héros, généralement un héros doit atteindre un objectif ou atteindre sa destinée, donc The Quest, etc. Pourquoi j'aimerais que tu me parles un petit peu du The Quest et le branding, m'expliquer pourquoi est-ce que tu l'as appelé comme ça, pourquoi The Quest?
Alors déjà, faut rendre à César ce qui appartient à César. Ok. Le maître dans le branding, dans les naming de tous les projets qu'on fait, c'est Blondie. Ok. Qui t'expliquerait beaucoup mieux que moi, parce que moi j'ai découvert lors d'un de ses posts LinkedIn pourquoi il avait fait tous ses choix de couleurs, de pierres, etc. Ouais. Mais globalement, l'idée c'est qu'en fait tout le monde a une quête, et nous on est là pour révéler la quête des gens. Et le meilleur moyen d'apprendre aux jeunes de la nouvelle génération à entreprendre, c'est par le gaming. Parce qu'en fait, tout simplement, on s'est rendu compte que les meilleurs profils qui venaient à nous pour justement entreprendre sont des personnes qui ont tout appris sur YouTube, qui ont déjà joué à des jeux vidéo, et qui en fait utilisent l'apprentissage par le jeu. Et donc, on a voulu recréer en fait cette expérience-là qui en fait est organisée par niveau. Donc, niveau de jeu vidéo, où dans le premier niveau, il y a justement définir sa quête, qu'est-ce qu'est sa quête. Deuxième niveau, c'est trouver ses premiers clients. Troisième niveau, c'est itérer, etc., jusqu'à trouver son PMF. Et après, il y a d'autres niveaux qui est faire des retraites solo, apprendre à se connaître, gérer son mindset. Mon niveau préféré, c'est l'automatisation, structurer son business, comment tu fais en sorte que tout soit bien organisé. J'ai un autre niveau que j'aime bien aussi parce que j'ai la casquette de CFO chez The Quest. Donc il y a un niveau aussi sur gérer ses finances au poil de cul en fait. Tu vois, genre, moi il y a pas. Le jour je faisais un point avec notre comptable et elle me dit bon là il y a 1000 transactions à vérifier. Est-ce que tu peux demander à tes cofondateurs et tout de faire un descriptif? Et moi je lui dis non, t'inquiète, je les connais. Et en fait on a revu les 1000 une par une et elle me disait le montant, la date, je lui disais ce que c'était et pourquoi on l'avait acheté. Et elle me dit et en fait on a une rigueur là-dessus qui est hyper importante, c'est que chaque euro dépensé est connu quoi, et on sait pourquoi on l'a dépensé et on sait dans quelle mesure, etc. Et donc voilà, donc en fait le branding globalement il tourne autour en fait de pierres précieuses, d'un fond noir. Le fond noir c'est par rapport au chaos, c'est-à-dire que je te disais les étoiles naissent dans le chaos. Donc ça c'est pour le fond noir. Sur le côté pierres précieuses, c'est qu'en fait on pense que chacune des personnes sont des pierres qu'il faut savoir polir pour vraiment révéler leur côté brillant et leur côté mystérieux. Et ensuite, notre logo, c'est une pieuvre à 5 branches pour représenter les 5 cofondateurs. Et parce qu'en fait, c'est un animal qui est très, très, très intelligent. Hyper intelligent. Qui sent beaucoup de choses au toucher, qui a un énorme cerveau, et qui anticipe et qui est capable de s'adapter dans n'importe quelle situation. Et c'est vrai que nous, les 5 cofondateurs, ce qui est assez drôle, c'est que on a fait all-in, on est très skin in the game, comme on dit. On habite dans une coloc à Paris, ensemble. Nos entrepreneurs viennent chez nous. Parfois, ils dorment dans nos lits. Bon, pas avec nous, mais ils dorment dans nos lits. Ils se douchent chez nous. Ils vivent quelques jours. Donc, on est vraiment ce qu'on appelle skin in the game. C'est-à-dire qu'il y a zéro différenciation entre notre vie privée et notre vie pro. Tout le monde est au courant un peu de tout. Donc ça, je dis pas qu'il faut le faire, parce que ça a des bons côtés comme des mauvais côtés. C'est juste que on est tous les 5 des caméléons en fait. C'est-à-dire que on peut aussi bien aller parler avec un Xavier Niel qu'avec un mec du 9-3, qu'avec des scientifiques, avec, tu vois. Et en fait on parle mais vraiment à on a chacun nos expertises et on arrive à toucher une population assez vaste. Je trouve que ça c'est intéressant et justement ça fait aussi votre force, c'est avoir la capacité d'échanger avec différents types de profils. Je sais que il y a des personnes qui ont eu des chances ou la chance de grandir dans un milieu et ils restent dans cette zone de confort qui est que de toute façon toute ma vie je ne côtoierai que ces types de personnes-là, ce qui fait que lorsqu'ils sont enlevés de leur environnement disons, ça fait un peu wild, de leur environnement humain, disons social, et bien concrètement ils sont perdus. Donc ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous pouvez aller échanger et trouver ou accompagner des entrepreneurs qui viennent disons de banlieue, ça peut être 93, peu importe, de banlieue, et de l'autre côté accompagner des bobos également, parce que vous avez la possibilité, vous avez le potentiel de le faire quoi. Et ça je trouve que c'est bien. Comment est-ce que vous avez développé ça, et surtout quelle est l'importance
pour vous, pour un entrepreneur, justement, d'être un peu caméléon aussi. C'est-à-dire réussir à s'adapter à toute situation, mais également à toute personne physique? C'est une excellente question et je t'avoue qu'on n'a pas de recette magique là-dessus. Je pense que donc nous dans l'accompagnement on a un funnel où en fait les entrepreneurs vont beaucoup travailler avec tel ou tel partenaire à tel moment. C'est-à-dire qu'au début ils vont beaucoup travailler avec Blondie et pour tout ce qui est idéation, tu vois, Blondie il est un peu là pour leur dire non c'est de la merde ce que tu fais, fais ci. Parce que il y a quand tu donnes des conseils en entrepreneuriat il y a pas forcément de bonnes réponses mais il y a une direction et en fait souvent les gens ils font des non-choix et c'est la pire situation. Donc il vaut mieux aller à fond dans B et se prendre le mur pour ensuite aller dans A plutôt que passer 6 mois à pas savoir si tu fais A ou B. Et donc du coup au début du funnel il y a beaucoup Blondie, après il y a beaucoup Julien qui lui est sur le gros PMF, tu vois, vraiment aller chercher l'attraction avec son produit. Ensuite il y a Robin beaucoup qui lui expert levée de fonds, donc là c'est dans la partie un petit peu après, et on va dire en transverse il y a Adams et moi de ces 3 étapes là où Adams lui est très management, gérer les équipes, et moi productivité, les outils, les process, et du coup un peu les finances. Et pourquoi je te raconte tout ça? Ah oui, et donc du coup dans la détection de talent il y a Blondie qui commence à avoir un flair parce qu'en fait il en a vu passer des jeunes, tu vois, et on n'a pas eu que des succès. Il y a des gens qui nous ont trahis, il y a des projets qui ont capoté, on a un cimetière qui est bien rempli, tu vois, genre vraiment je touche du bon, il y a encore aucun fondateur qui a fini dans le Danube attaché à une pierre, mais tu vois on a franchement on n'a pas d'ennemis, mais on a itéré plein de choses et donc du coup il y a forcément des projets qui se sont arrêtés et donc c'est dur de savoir comment va évoluer un entrepreneur. Par contre, c'est possible de voir la courbe d'évolution qu'il va avoir. Par contre, c'est hyper important. Ce qui est sûr, c'est que si tu veux être un entrepreneur qui va un jour faire une boîte très ambitieuse, c'est hyper important d'avoir du réseau. Et avoir du réseau, ça veut pas dire en avoir des day one. C'est la grosse chose que offrent les grandes écoles. C'est quand tu vas à HEC, quand tu vas à l'ENA, quand tu vas à Polytechnique, t'as beaucoup de chances que le mec à qui t'as demandé une copie double pendant les cours devienne Premier ministre, devienne directeur de Renault, tu vois. Donc, si t'es un animal social, t'auras des faveurs. Mais ça veut pas dire que si tu connais personne et que tu viens du fin fond de la Bourgogne, petit shout out à Revel Train, tu peux pas faire des calls où tu peux pas envoyer des DM tous les jours, 10 DM à des personnes qui un jour potentiellement pourraient être des investisseurs et leur poser des questions en disant voilà écoute je suis en train de monter une boîte, je sais que toi t'es un successful, viens tu me donnes 2-3 conseils, je te pitch ma boîte pour savoir ce que t'en retires et quels sont les conseils que tu peux me donner. Et en fait ça c'est une barrière mentale où on pense que tous les gens sont busy, mais en fait pas du tout, tu vois. Genre un business angel il kiffe quand il y a un jeune entrepreneur qui vient lui pitcher un projet et qui lui demande son avis, tu vois. Ils adorent, il y a un côté tu vois un peu vanité de dire putain j'aurais fait ma bonne action de la journée. Et une fois que t'auras fait un produit trop stylé, bah tu recontactes tout le monde en disant hey, on lève des fonds, t'es in ou t'es out. En fait, tu commences d'où tu veux, en vrai, si je comprends, surtout pour faire ce réseau-là. Parce qu'on a ce mythe aussi de l'entrepreneuriat, surtout dans les espaces un peu défavorisés, qui est, les plafonds de verre. Je ne dis pas que j'y crois ou que je n'y crois pas. Il doit certainement y en avoir. Et, il y a beaucoup cet aspect mental aussi qui joue. J'ai l'impression, à t'entendre, en fait, tu peux commencer d'où tu veux. Il suffit de le vouloir et faire le premier pas. Alors, mais, l'entrepreneuriat, c'est un luxe. C'est-à-dire qu'en vrai, pour entreprendre et vraiment bien entreprendre, il faut avoir réglé les problèmes de sa vie. C'est un peu dur à dire et c'est relou à entendre pour pas mal de personnes qui vont nous écouter, mais c'est vrai que moi, mon père, s'il avait eu un cancer, j'aurais pas fait l'entrepreneuriat. Tu vois, genre il y a un côté aussi où genre dans ma vie tout va bien et du coup j'ai le luxe
de m'infliger ce niveau de difficulté-là. Mhm. Et moi, je respecte de ouf les gens qui ont eu beaucoup de problèmes dans leur vie et qui ont quand même entrepris, parce que c'est vrai que il y a quand même un côté où voilà, tu peux pas entreprendre de n'importe où, tu peux pas entreprendre quand t'es tout seul, tu peux pas, enfin, en tout cas tu peux, mais c'est le chemin plus difficile, beaucoup plus dur. Donc il y a un côté où et c'est marrant parce que les entrepreneurs que j'ai accompagnés de près ou de loin, il y a eu un mécanisme où en fait ils ont réglé leurs problèmes avant de se lancer. Tu vois, ils ont s'ils avaient des embrouilles avec des anciens amis ou quoi, ils les ont réglés pour sortir cette charge mentale là, parce qu'ils savaient qu'il y avait une vague de charge mentale qui allait arriver. Et tu peux pas être sur tous les fronts en même temps. Tu sais, il y a le taf, il y a la famille, il y a le sport. C'est taf, famille, sport, amis, et l'autre je crois que c'est intellectuel ou un truc comme ça. Je sais plus. Bref, t'as 5 pans et les gens disent qu'il faut choisir un des pans pour faire partie du top 0,01%, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo et tout. Tu choisis 2 pans, tu divises et tu tombes du coup à peu près à 10%. 3 pans, tu tombes dans le top 20%, etc., etc. Et du coup, il y a on en revient au fait de faire les choix, tu vois. Donc, tout le monde peut entreprendre. Par contre, c'est vrai que ça rajoute un niveau de complexité, un niveau de charge mentale élevé, et que si t'as d'autres problèmes à côté, c'est très compliqué. J'aime bien ce que tu dis et ça me fait penser à il a sorti paix à son âme, mais ils ont sorti un film Netflix sur lui très très récemment, Bernard Tapie. Je sais pas si tu l'as regardé, tu penses quoi de... J'ai regardé 2 épisodes hier justement. Ouais. Je ne veux pas que les associés voient cette série parce qu'ils vont partir en Y. En vrai, je pense quoi? Je pense que malheureusement du coup c'est storytelling x 1000 et que ça peut pousser les gens à faire des dingueries. Après, chapeau bas à la détermination. J'ai vu que les 2 premiers épisodes, donc peut-être qu'après il part en cacahuète. Ça t'a saoulé ou? Non, j'ai kiffé. Okay. J'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé parce que d'un point de vue cinéma, tu vois, je trouve ça stylé. C'est cool de voir comment il s'appelle l'humoriste là que j'aime bien, qui joue son meilleur pote là. Je t'avoue, j'ai pas encore regardé la série. T'as pas encore regardé? Non. Putain, c'est un animal, je sais plus comment il s'appelle. C'est un mec du Jamel Comedy Club, je crois. Bref, il est dans un rôle qu'on le voit pas du tout d'habitude. Il fait moins de blagues, il est plus sérieux et tout. Et ouais, Bernard Tapie, je connais pas encore assez tous les détails, donc je vais pas trop m'avancer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un mec qui a pris des risques et qui a aussi pris des grandes claques et qui avait quelques repères, notamment familiaux, pour garder les pieds sur terre. Super. Et pour ajouter, moi j'ai regardé vraiment un tout petit peu, pas la série, mais des documentaires, etc. sur lui. C'est vrai que il paraîtrait, donc ça c'est peut-être du storytelling, mais une enfance assez difficile. Il y avait une partie qu'il racontait, et moi ça m'avait un peu touché, c'est que un jour les huissiers étaient venus, et enfin je sais pas si c'était les huissiers ou une personne qui était inconnue de lui était venue mal parler à son père face à lui, et il voyait son père impuissant devant cette personne, et j'avais l'impression que lui, sa quête justement The Quest, voilà, petit clin d'œil, a commencé à ce moment-là, et dans sa tête il se dit mais comment ça, lui c'est la personne que je respecte le plus au monde, et il se fait littéralement chier dessus devant moi, et à partir de ce moment-là il s'est dit plus jamais ça va m'arriver. J'ai l'impression aussi dans l'entrepreneuriat, parfois c'est important d'avoir je vais pas dire des blessures, mais des marqueurs qui font que il faut que j'avance. J'ai une rage de vaincre un petit peu. Je sais pas ce que tu penses de ça. Ouais, de ouf. Il y a un pattern, souvent aussi, il y a un délire avec la relation au père dans l'entrepreneuriat où il y a un côté un peu... il y a certains entrepreneurs qu'on accompagne qui ont plus de relation avec leurs parents, et c'est vrai que c'est un peu significatif dans le sens où il y a un côté je m'émancipe, je suis capable de faire mieux que toi, je vais te montrer que j'en suis capable. Et ça peut être un des moteurs cachés. Donc ouais, il y a, tu vois, Guillaume Houbèche par exemple, il raconte qu'il avait raté une entreprise avec son père. Je sais pas après exactement comment ça s'est passé avec lui, mais enfin dans leur relation, mais tu vois, il y a souvent un côté un peu rapport au paternel et aux parents qui rentre dans cette dimension-là. Mais je pense que c'est tellement un tout l'entrepreneuriat. Et quand
quand tu veux vraiment faire une boîte ambitieuse, tu vois, aller chercher le milliard, il y a tellement de facteurs où tu dois avoir justement un alignement des planètes qui fait que tu vas pouvoir réussir à atteindre ça, que il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu en fait pour dire pour être entrepreneur il faut ci, ça, ça. C'est vraiment un ensemble et c'est à toi de créer ton ensemble, c'est à toi d'avoir un système solaire harmonieux pour que toutes les différentes planètes qui sont autour de toi, donc toutes les différentes compétences que tu vas acquérir dans ton voyage vont te permettre d'avoir un écosystème solide, robuste, et qui vont te permettre ensuite derrière d'être intouchable et d'être non copiable par la concurrence. Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Levelopers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors, avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez, on rappuie sur l'accélérateur vers la croissance. Super. Merci pour cette réponse. J'en ai d'autres des questions. Ma prochaine question, c'est plus sur le... comment dirais-je? Ah, elle vient de partir de ma tête. 1, 2, 3. Ah, j'ai oublié ma question. Oui, c'était sur The Quest, surtout, et sur l'éducation actuellement en France. Et moi, j'aime beaucoup ce que vous avez fait avec le concept. Vraiment, je suis allé sur le site, etc. On a l'impression que c'est un jeu. Et d'après les scientifiques et toutes ces choses-là, la meilleure manière d'apprendre et de prendre de l'expérience, c'est à travers le jeu. Justement, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu penses du système actuellement éducatif, je suis pas dans la politique, mais du système éducatif entrepreneurial, pour rester dans le concept, du système éducatif entrepreneurial qui est en place actuellement, parce qu'on voit qu'il y a énormément de formations qui se fait. J'en fais également des formations où on apprend aux personnes à faire des études de marché, du business plan, du ceci, du cela, mais c'est des documents, c'est pas du concret, quoi. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de ça et surtout qu'est-ce que vous avez mis en place dans The Quest pour rendre la chose un peu plus, disons, un peu plus fun? Nous, on fait beaucoup d'apprentissage par le terrain. Ok. Là, tu vois, par exemple, on l'avait encore dévoilé publiquement, l'une de nos prochaines startups, mais c'est une startup qui est dans l'événementiel. Et du coup, on se rapproche de restaurants. Tu vois, typiquement, l'entrepreneur qui est sur ce projet-là, qui s'appelle Tom, hier, il est allé voir 15 restaurants en one-one, en porte-à-porte, et il est allé leur pitcher leur projet, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas prévoir les business plans, etc., parce que ce sont des bons outils, mais c'est pas parce que tu as un bon business plan que tu vas réussir ta boîte, en fait. C'est clair. Et donc, du coup, chaque chose dans son temps. De toute façon, je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a un délire où en fait, tu peux difficilement tout anticiper. C'est pour ça que je suis plutôt côté agence parce que c'est plus anticipable. Mais tu vas te prendre des patates et tu vas comprendre qu'en fait, ces patates-là, tu les as prises parce que tu n'avais pas fait telle chose avant. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent leur boîte à 30, 40 ans parce qu'ils ont pris beaucoup de patates avant. Et tu vois, par exemple, faire un business plan, si tu arrives à trouver un investisseur incroyable qui est potentiellement, il peut te donner 2 millions dans ton projet et qu'en fait, tu arrives tout nu au rendez-vous et que le mec te casse en deux, je t'assure que le prochain rendez-vous, tu vois, tu vas arriver avec une presse, tu vois, un truc préparé. Donc, soit tu passes par des organismes qui te préparent à ça, mais c'est très dur de transmettre ça. Genre, je vais te prendre un exemple simple, c'est que moi, j'ai monté une boîte qui s'appelle Anti-Chaos, la fameuse boîte où on a closé 150 000 euros. C'est une agence qui permet aux agences de trouver du MRR. Donc, on dit, OK, t'as une expertise, c'est lourd. Nous, on va en faire un produit, on va le vendre, ça va te rajouter une ligne de revenus. J'ai dit à Charles Mouchou, qui est le CEO de cette agence, je lui ai dit, on va utiliser HubSpot en version gratuite. Et tu vas mettre tous tes contacts à l'intérieur et tu vas prendre des notes. Il le fait pas. Et il le fait pas, et j'arrive pas à lui donner cette routine-là. Il le fait pas parce qu'il comprend pas
Parce qu'il n'a pas encore vécu le moment où il va appeler un mec, où il va dire, ah, Michel. Il va dire, non, en fait, je m'appelle Lucas. Il va dire, ah, ouais. Et là, le mec va lui dire, non, mais ce serait bien quand même de tenir à jour votre CRM parce que vous m'enquiquinez ou tout ce que tu veux, tu vois. Et tant qu'il a pas pris des patates comme ça, tant qu'il a pas oublié de relancer un mec qui aurait pu lui apporter un deal à 30 000, tant qu'il a pas fait tout ça, il se rendra pas compte qu'il faut utiliser HubSpot ou n'importe quel autre CRM, mais il faut un endroit pour que il puisse mettre à jour ses informations et que ça puisse être collaboratif et que chacun puisse partager ça. Si demain il se pète la jambe au ski, bah son équipe sales elle est autonome. Tu vois. Et donc après, ça rentre dans le délire de déléguer, de créer une équipe, de former les gens, de tout documenter, etc., etc. Et donc, c'est dur, parfois, de dire à un entrepreneur, tais-toi, écoute-moi, fais ça, tu me diras merci plus tard. Parce que, et c'est très bien, mais les entrepreneurs doivent aussi avoir, être têtus, être bornés, ça fait partie aussi des caractéristiques d'un entrepreneur qui doit tellement croire en son idée qu'il pense faire la même chose. Certains, d'ailleurs, ça fait partie des conflits avec qui on a eu avec certains entrepreneurs, l'ont tellement fait qu'après ils se sont séparés de nous et ils sont brûlés les ailes. Donc du coup, au début, c'est pour ça que dans l'accompagnement, au début, Blondie dit vraiment genre, on fait rouge, fais rouge. Si vraiment tu veux faire bleu, convainc-moi que bleu est la bonne solution. Et après, on leur laisse prendre leur envol. Ils auront un bagage assez solide pour justement partir et vivre leur aventure sans nous. Est-ce que, parce que je me pose la question des fois, souvent, enfin, les entrepreneurs, on dit il y a qu'un seul maître à bord du bateau, etc. Est-ce que parfois tu ne sentirais pas que eux-mêmes se disent ah mais il est en train de me donner des ordres, etc. dans mon équipe, enfin je suis l'entrepreneur, j'ai créé ce projet pour faire mon projet quoi, et lui il est en train de je vais pas dire saboter, mais il est en train de tourner le projet à sa guise, alors que c'est moi qui gère la chose. Est-ce que tu ne penses pas que ce soit ça, parfois ils peuvent se le dire, pas te le dire à toi évidemment, mais le penser et faire parfois l'exact contraire de ce que toi tu leur proposes de faire? Non, parce qu'en fait nous on prend des parts dans les projets. Ok. Donc en fait si on gagne, enfin si tu gagnes, je gagne, et la réciproque est vraie. Donc en fait, comme on n'échange pas notre offre par de l'argent ou par une délimitation dans le temps, on le fait parce que on les accompagne pendant 1 an et parfois on fait du rap de 6 mois avec les entrepreneurs, mais on a un intérêt qui est commun. Et donc en fait, si on va dans la même direction et qu'on se pète la gueule, on se pète la gueule à deux quoi. On a tous les deux perdu. Super, top. Merci. Du coup, j'ai une autre question sur l'aspect marketing maintenant. C'est déjà, est-ce que le marketing est vraiment important pour les entrepreneurs? Parce que le marketing, c'est quoi le marketing pour toi? Voilà, c'est ça, ouais. C'est un grand mot, c'est hyper vaste, quoi. Quand on parle de marketing, il y en a qui mélangent marketing et communication. Ouais. Par exemple, il y en a quand on parle de marketing, ils disent études de marché. Il y en a quand on parle de marketing, c'est positionnement. Il y en a quand on parle de marketing, c'est growth marketing. Donc, c'est un mot qui fourre un peu tout. Et du coup, moi, j'aimerais savoir déjà pour toi, qu'est-ce que tu considères comme marketing? Et au-delà de ça, comment est-ce qu'on peut activer le marketing pour sa boîte, quoi? Parce qu'il y a des entreprises qui ne voient pas l'importance. Il y a beaucoup, pour en avoir accompagné certains aussi, il y a beaucoup qui sont dans on va y aller, on teste, après on verra. Je ne dis pas du tout que c'est la mauvaise solution. Je pense que c'est une des meilleures solutions, vu qu'on a la possibilité directement d'avoir des feedbacks du marché. Mais moi, souvent, ce que je les conseille, c'est tu vas y aller, mais tu vas où? En vrai, il faut avoir au moins un minimum et une fois que tu as ce minimum, tu pourras par la suite itérer, etc., etc. Donc ça aussi, ça peut potentiellement faire partie du marketing parce que c'est du bench. En même temps, c'est les études de marché, etc., etc. Toi, quel est pour toi l'importance ou le rôle que le marketing pourrait avoir, disons, pour un entrepreneur ou une entreprise, quoi? Alors moi déjà j'utilise jamais le mot marketing. Okay. Je pense que c'est un mot qui est réservé alors déjà dans l'autre monde, c'est-à-dire dans le monde des grands groupes, pas dans le monde des startups. Ok. Aujourd'hui il y a d'autres mots qui définissent mieux certains concepts que tu devrais utiliser. Et si je regarde avec un prisme agence, globalement dans les agences t'as 3 pans. T'as le pan produit, enfin le pan offre, on va dire, qui moi j'aime bien productiser les agences, donc j'aime bien offrir vraiment quelque chose qui a de la valeur et non du temps. Donc il y a le plan offre, t'as le plan sales, et t'as le plan après, on va dire process.
dans le plan sales, c'est un peu le plan qui va être plus proche du marketing. Il faut comprendre qu'il y a 4 types de contacts, il y a 4 types de ventes. T'as les ventes à des personnes que tu connais et les personnes à des personnes que tu ne connais pas. Et ensuite, t'as 2 types de méthodes. T'as la méthode one-one et t'as la méthode one-to-many. Quand t'as des personnes qui te connaissent et que tu veux faire one-one, email ou SMS. Donc ensuite, t'as des sous-méthodes qui te permettent d'envoyer, de faire de l'email de masse à des personnes qui te connaissent. Ensuite, si tu veux faire des communications one-one avec des personnes qui te connaissent pas, cold calling, cold emailing. Donc là, t'as des outils, pareil, qui te permettent de faire ça à grande échelle, en automatisation, mais tu peux aussi le faire à la main. Ensuite, t'as les one-to-many. One-to-many avec des personnes qui te connaissent, création de contenu. Donc, t'as des audiences sur tes réseaux et toi, tu postes pour faire ce qu'on appelle du nurturing. C'est-à-dire que tu fais en sorte qu'ils te connaissent pour ensuite, un jour, les closer. Alex Hormozi est en train de le faire à l'échelle mondiale. Il est en train de tous nous nurturer. Et quand on aura tous fait des business, on va aller voir acquisition.com et on va essayer de dealer avec lui pour qu'il nous fasse passer de 2 millions à 10 millions. J'ai hâte qu'il m'atteigne. Pour l'instant, c'est que des business aux États-Unis et au Canada. Donc, il faut avoir créé sa boîte là-bas. Et ensuite, le dernier plan, c'est one-to-many avec des personnes qui ne te connaissent pas, les ads. Quand tu veux développer, déjà, il faut un peu tester au début pour savoir quel est celui des 4 que tu vas utiliser beaucoup. Ensuite, il faut se spécialiser dans l'un d'eux. Et quand tu veux changer de stratégie marketing avec des grands guillemets, tu vas dans un premier temps changer de plateforme parce que ce sera plus simple d'appliquer les mêmes méthodes à des plateformes différentes. Puis, si tu vois que soit ça marche mais que tu as envie de développer d'autres secteurs du marché, et ben dans ce cas-là, tu vas utiliser une autre méthode. Mais tu vas un peu repartir de zéro. C'est-à-dire que si t'es un king en ads, tu peux prendre n'importe quelle agence qui vend de la valeur et tu peux utiliser n'importe quel pan pour faire du business. Et donc, cette agence-là est réplicable avec 4 méthodes. Et ce qui est important, c'est de se dire, en fait, il y a des mecs que tu connais pas, qui sont dans l'ombre, donc qui font du cold calling, qui font plus de CA que toi. Versus toi, tu fanfaronnes sur les réseaux, sur LinkedIn, qui est une des méthodes, mais c'est pas la seule. Et donc, du coup, voilà, pour moi, c'est ça le marketing, c'est choisir sa stratégie dans un premier temps, devenir expert dans les méthodes, dans les outils, dans machin, et rester focus sur que ça. Et ensuite, si tu veux grossir, en faire d'autres. Super. Et du coup, au sein de The Quest, ça marche comment? Ça dépend des projets. Tu vois, il y a des projets qui utilisent les ads comme levier numéro 1. Oui. Et donc, les ads, c'est assez magique parce que quand t'as atteint un niveau de ouf et que tu mets 1 euro et que tu récupères 3 euros de l'autre côté, c'est une machine à cash. Tu vois. Donc, surtout, d'ailleurs, petite astuce, les ads, ça compte dans les cartes American Express. Ok. Ce qui fait que si tu dépenses 30 000 euros par mois en ads, t'as 30 000 miles. Ok. Donc, tu payes plus jamais aucun billet d'avion de ta vie, en fait. Incroyable. C'est lourd. Merci pour le tips. Voilà. Super. Tac. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc du coup, ça dépend des projets. Chez The Quest, dans les agences, nous, on est quand même très orienté content creation. Ok. Parce qu'en réalité, on n'a pas de médias dans notre écosystème. On aimerait bien en avoir un, mais on n'est pas assez connu par rapport à ce qu'on fait. Okay. Donc aujourd'hui, l'une des choses qu'on dit à tous nos entrepreneurs, c'est de build in public tout ce qu'ils font. Parce que ne serait-ce que pour avoir des nouveaux clients sur LinkedIn, quand tu build in public, tu seras beaucoup plus simple dans le recrutement. Ce sera beaucoup plus simple dans la recherche de prestataires. En fait, on se rend pas compte à quel point le fait d'être connu, vite fait, mais vraiment avec des gros guillemets, mais connu, c'est beaucoup plus simple derrière, tu vois. Genre là typiquement, je suis en train de rechercher des freelances sur Xano et WeWeb. Ces freelances-là, je sais qu'ils vont connaître un petit peu la brand d'Anticao, ils vont peut-être connaître Charles, ils vont peut-être connaître moi, ils vont peut-être connaître Blondie, peut-être connaître un de mes associés. Et donc du coup, dans la discussion, sera d'un coup plus fluide. Alors que si t'es un gars inconnu au bataillon et qui vient, il y a des tâches qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus compliquées. Après, ça veut pas dire que tout le monde doit le faire et que tout le monde doit mettre sa tête derrière une caméra, comme on est en train de le faire. Il y a plein de façons de réussir autrement, mais c'est vrai que nous, on aime bien cette façon-là,
parce qu'on est assez transparent sur ce qu'on fait. On fait beaucoup de stories, tu vois. On vit en coloc ensemble, donc tu vois, c'est à quel point on est skin in the game. Donc voilà. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis justement sur l'aspect où moi j'ai l'impression, en tout cas les nouveaux entrepreneurs, j'ai l'impression qu'on est obligé de se mettre en avant. Quand je dis obligé de se mettre en avant, on a l'obligation de créer une communauté ou une audience en tout cas. Et j'ai l'impression que les clients ou les prospects ne viennent plus pour les produits, mais généralement ils viennent pour nous, qui peuvent être capables de leur délivrer quelque chose. Je sais pas ce que tu penses de ça, mais je vois énormément de cas ou de clients où nous on fait des audits, tu vois. Et la majorité des clients qui viennent à eux, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont venus à eux, c'est parce qu'ils ont vu ils ont vu un post que j'ai fait là, ou bien parce qu'il y a eu ça, parce que c'est de bouche à oreille. C'est rarement vraiment, c'est rarement de l'inbound. Quand je dis inbound, c'est voilà, j'ai un site internet ou j'ai un blog, quelqu'un va dessus, remplit un formulaire, ou bien voilà, je fais du SIA et ça fonctionne. Je sais pas ce que toi tu penses de ça, de l'importance de justement se mettre en avant. Je ne sais pas, par n'importe quel moyen, ça peut être les podcasts ou les vidéos, etc. L'importance de se mettre en avant pour un entrepreneur, disons en 2023. Nous on oblige un petit peu les entrepreneurs à le faire. Pour toutes les raisons que je t'ai citées avant. Maintenant, c'est vrai que tous les formats ne conviennent pas à tout le monde. Il y en a qui vont être plus à l'aise devant la caméra. Tu vois, moi, je kiffe en vrai les caméras et tout, pas de souci. D'autres qui vont être plus à l'aise à l'écrit. D'autres qui vont être plus à l'aise en Twitter, en machin, en truc. Mais tu vois, le mouvement de la crypto et des NFT a montré que même si tu montrais pas ta tête, il fallait que ton pseudo soit reconnu ou ton PNG soit reconnu, tu vois. Donc, c'est sûr que l'aspect communauté est un levier incroyable à avoir, parce qu'en fait, si t'as une communauté, tu peux pivoter. C'est ça que ça permet, en fait, d'avoir. Et le fait d'avoir une communauté, ça apporte de la niche. Tu vois, ça apporte des gens qui sont impliqués dans une cause et qui se ressemblent et se rassemblent. Et c'est ça ce que viennent chercher les marques, tu vois. Par exemple, dans la course à pied, t'as des gens qui sont moins connus. T'as Salomon, en fait, qui gère un peu le game des athlètes. De l'ultra trail en tout cas. Et en fait, dans les athlètes Salomon, ils signent des partenariats avec les coureurs pour qu'ils puissent faire des stories et des posts avec hashtag Salomon dedans. Et ils font de la pub sur les produits. Comme ils courent beaucoup de kilomètres, c'est des meilleurs testeurs de leurs nouvelles chaussures parce qu'ils les usent vite, etc., etc. Et en fait, Salomon, ils ont les moyens, tu vois, d'aller toucher beaucoup de personnes, d'être, je sais pas s'ils pourraient être partenaires des JO parce que ça coûte très cher, mais ils pourraient faire de la pub, des trucs, des prospectus, des machins. Mais en fait, ils gagnent du temps à aller voir l'influenceur et à lui dire, OK, toi, t'as une communauté de 40 000 personnes. Tous tes contenus, c'est que des photos de Strava avec tes chaussures et tes lunettes. Donc, c'est sûr que les mecs qui sont là pour la course, let's go, tu vois, on y va. Et donc, c'est ultra ciblé. Et ça, c'est ce que vont chercher les marques. Donc, c'est sûr que c'est important la communauté. Maintenant, encore une fois, c'est pas obligatoire. Et il y a plein de manières de le faire. Ce qu'il faut, et je pense que c'est un élément important, c'est que au-delà des avantages que ça te donne, ça te demande une routine et une rigueur. Le fait de publier sur du contenu, ça te demande de te former parce qu'il faut avoir des trucs à dire. Ça te demande de regarder un peu comment ça se passe sur les autres réseaux et quels sont les codes de ces réseaux. Du coup, ça te permet de faire on va dire du benchmark et donc du coup de voir des contenus et du coup d'apprendre des choses. Et en fait, c'est vraiment un cycle. C'est un cycle de je capte des trucs qui m'intéressent, je les lis, je les digère. J'en fais un post, je le publie. Super. T'as un canal de communication préféré? Moi, j'aime bien LinkedIn. Je publie, je suis 5 fois par semaine sur LinkedIn. Et en fait, au début, c'était très chronophage. Et moi, je suis un grand flemmard, c'est pour ça que j'aime bien l'automatisation. Donc, ce que je fais en fait maintenant, c'est que je me force toutes les semaines à faire au moins un article de blog et ou un article de blog ou une vidéo YouTube. Et en partant de ce savoir-là qui a beaucoup de valeur, derrière, j'en fais des posts LinkedIn. Ou j'en fais des réels. Ou ceci ou cela. Mais du coup, je m'efforce à faire d'abord un truc de contenu de valeur, surtout pour tout ce qui est tutoriel, liste, hack, tout ça machin. Et ensuite, j'en fais des posts LinkedIn.
Super. J'ai dit canaux, c'est plutôt canal. Mais j'ai plein de questions. On a déjà fait 1h10. Pas recommencer. Déjà, j'ai la question sur cet aspect, disons vente, parce qu'on a parlé de votre objectif en tout cas à l'agence aussi. Bah, comme tu l'as dit déjà, bien joué pour le deal d'hier. Encore, c'est une innovation. Tu sais, nous, dès qu'on signe un deal, on a une petite cloche en haut. Je saoule tout le monde. On ouvre toutes les fenêtres. Mais j'aimerais savoir, vous, comment est-ce que ça fonctionne? On va supposer, moi, je suis une entreprise. Voilà, moi, je suis un start-upper. Voilà, j'ai un projet de dingue, de ouf. Voilà, je suis quelqu'un, tu vois. Et je viens toquer à votre porte. Concrètement, t'as dit je suis quelqu'un. Comment tu définis quelqu'un qui est quelqu'un? Alors, comment je définirais quelqu'un qui est quelqu'un? Bah, c'est comme disons en fait, tout le monde est quelqu'un. Ouais, mais justement, c'est quoi? Où est ta position de lui, c'est quelqu'un? Alors, ma position de lui, c'est quelqu'un, ça va dépendre de la personne que j'ai en face de moi, si je peux lui apporter de la valeur ou pas. Concrètement, si par exemple demain tu viens me voir concrètement pour de l'accompagnement, toutes ces choses-là, en fait, j'ai plusieurs types de quelqu'un. Tu vois. Ouais. Donc, dans ce cas de figure-là, tu es quelqu'un avec qui je peux potentiellement bosser parce que tu as une potentialité. Si par exemple, tu es une personne qui me fait chier, bah, t'es personne. Mais c'est quoi tes critères pour dire que t'es quelqu'un, enfin, que Mes quelqu'un est critères. quelqu'un? Alors, le podcast s'inverse. Du coup, alors, mes critères pour dire que quelqu'un est quelqu'un, ben, concrètement, déjà, c'est l'aspect humain que la personne a. Lorsque j'échange avec la personne, si je vois, enfin, je suis quelqu'un de très naïf. Déjà, c'est-à-dire que tu en parles, ah ouais, et c'est fou, un jour ma petite sœur m'a dit il y a un éléphant sur un toit, j'ai levé la tête, j'ai dit je jure, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était très grave, et je sais que ça a ses côtés positifs, mais très très négatifs aussi, parce que on me carotte très souvent facilement, donc c'est très mauvais, et voilà, je sais plus pourquoi je te disais ça. Pour quelqu'un. Voilà, donc concrètement, lorsque je parle avec une personne, pour estimer qu'une personne est quelqu'un pour moi, bah il y a cet aspect déjà feeling, c'est là tu es quelqu'un pour moi, parce qu'on passe un très très bon moment, on rigole ensemble, mais on parle de choses qui sont hyper sérieuses, donc un quelqu'un pour moi est une personne avec qui je peux passer du bon temps, être sérieux, enfin aborder des sujets qui sont hyper sérieux, des sujets sur l'entrepreneuriat, on a parlé de PMF, product market fit, toutes ces choses-là, j'adore, mais on rigole, tu vois. Donc c'est des personnes en fait qui peuvent me marquer émotionnellement, et je sais que quand j'ai monté tout à l'heure, ah mais c'était hyper génial, on a parlé de ceci, cela, tu vois. Donc moi j'ai défini en tout cas une personne que j'estime en tout cas émotionnellement, ouais, par l'expérience et l'émotion que j'ai avec la personne à un moment donné, quoi. Trop bien. Voilà. Donc voilà. Et toi, c'est qui quelqu'un pour toi? Moi, quand je dis t'es quelqu'un, c'est quelqu'un qui est reconnu. Tu vois, Okay. moi, je veux pas être connu, Ouais. je veux être reconnu. Tu vois, je veux être le quelqu'un de la productisation, l'automatisation et des agences. En gros, Excuse-moi, je te coupe, et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, c'est quelqu'un qui est reconnu et pas connu. Ouais. Parce que tu peux être quelqu'un connu pour du bon ou du n'importe quoi, Ouais. concrètement. Et quand tu es reconnu, généralement, on te reconnaît pour tes compétences, pour ce que tu es capable de délivrer. C'était juste pour faire cette parenthèse-là. Je pense et j'aime honnêtement beaucoup que ce que tu es. j'aurais pas les épaules, et j'aurais pas le délire pour vivre des vagues de haters, des vagues de, tu vois, genre, Ouais. je pense que ça me rendrait malheureux, en vrai. Flemme. Ouais, en vrai, flemme. Ouais. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être dans une espèce de cocon où, en fait, je peux mettre en avant d'autres personnes et moi être reconnu pour ce que je sais faire. Attention, après, là, je m'imagine déjà, en fait, mes colocs, enfin mes cofondateurs, écouter le podcast et dire ah quel mytho, il kiffe la lumière, il kiffe les abonnés sur le YouTube, quel mytho. Donc du coup, oui, c'est vrai, j'aime un peu, mais j'ai pas comme dream de devenir méga connu. Vraiment, moi ce qui me faisait kiffer mes parents, tu vois, mes parents ils étaient très forts. Mon père était dans l'industrie pharmaceutique, ma mère est dans la communication. Ce qui me faisait kiffer quand j'étais petit, c'est que quand ils changeaient de job, dans les revues de presse très spécialisées dans leur métier, ils avaient un article en mode telle personne a changé de job et il est passé de telle entreprise à telle entreprise. Moi, quand j'étais petit, je me suis dit, ouah, dinguerie. J'avais l'impression qu'il passait au JTTF1, tu vois. J'étais en mode, ouah, truc tout. Alors qu'en fait, c'était un prospectus qui finit aux toilettes que personne lit, tu vois. Mais genre, je me disais, ouah, genre, il a changé de job. Genre, on en a fait un papier, tu vois. Et ça, moi, je voulais grave. Quand j'étais petit, je voulais être directeur Europe de Microsoft parce que je voulais être genre
tu vois, genre, je voulais que quand je change de job, j'avais un article sur web, tu vois. Et là, aujourd'hui, je veux que quand il y a un mec avec qui je bosse, il se dit, OK, genre, Paname, c'est le meilleur pour m'aider à lancer mon agence. Tu vois. C'est celui qui va me permettre de gagner 3 ans de ma vie. Tu vois. Et pour faire ça, ben moi, j'ai testé beaucoup d'agences. J'ai parlé avec beaucoup de CEO. Je me suis pété la gueule, je me suis relevé et j'ai fait de l'argent. Tu vois. On sent beaucoup de motivation et de détermination quand t'en parles. Limite, t'as envie de taper sur la table. Je veux saigner. Mais j'ai envie de revenir sur ta punchline, ce que tu avais dit au début. On veut créer des Kylian Mbappé de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Bah, en fait, c'est ce que je te disais, c'est que les Kylian Mbappé, c'est des singularités, tu vois, c'est des personnes qui savent où est-ce qu'ils vont et qui savent dire non. Et en fait, moi, dans les agences, si vraiment on se focus sur ça, sur les agences, ce que je vais chercher principalement, c'est du MRR. Et en fait, je veux réussir à créer d'autres agences qui ont un produit avec un MRR. Donc, t'as plein de façons de faire du MRR, de vendre tout le temps la même prestation, de vendre un SaaS en surcouche avec un service. Voilà, t'en as 6 des façons de le faire, du coaching, etc. Mais je veux être capable justement de entrer un peu, j'allais dire niquer le game, mais c'est pas niquer le game, c'est travailler intelligemment dans le service, dans le sens où si demain l'un des CEO de mon agence, par exemple My Name is Bond, demain la CEO elle est à la piscine, je peux vendre, onboarder, délivrer un client sans avoir à l'appeler, sans avoir à lui envoyer un message. Tout est fait, tout est processisé, tout est carré, tu vois. Et moi, je veux ça. Je veux des agences qui vivent sans avoir besoin du CEO, disponible H24. Super. Tout à l'heure, on parlait on a parlé d'un peu de tout, mais on n'a pas parlé de ce que tu kiffes vraiment. C'est-à-dire, l'automatisation. J'aimerais que tu m'en parles un peu. Déjà, c'est quoi l'automatisation? Je sais c'est quoi, mais je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous suivent. Il doit y avoir des entrepreneurs qui sont très développés et d'autres qui viennent de commencer. C'est quoi l'automatisation? Et je te laisserai faire ton monologue dessus. Et surtout, c'est quoi son importance? Et troisièmement, les IA. J'aimerais qu'on en parle un peu parce que j'ai vu des articles, des posts que tu as mis sur LinkedIn. Je trouve que c'était hyper intéressant. Je te promets pas, mais j'ai copié-collé ce que t'as mis et je pense que j'irai faire un tour dessus. J'aimerais que tu me parles de tout ça, automatisation. T'as copié-collé quoi? Bah, t'as mis un article sur, t'as fait un document sur 300 IA que t'avais repéré. Et dans ces 300 IA, en fait, on a ressorti quelques-uns et j'ai eu l'impression qu'il y en a qui étaient assez intéressants. Par exemple, celui qui te permet d'avoir un assistant, l'extension que tu colles directement, l'extension que tu colles directement à Google. Et j'aime beaucoup parce que justement, je suis un gros fainéant. Je suis un flemmard. J'aime beaucoup travailler, mais j'aime que les choses soient faites j'aime que les choses soient faites le plus facilement possible pour me permettre de faire d'autres choses. C'est-à-dire que je veux toujours plus, sauf que j'ai pas le temps quand je n'arrive pas à automatiser. Donc je pense que les IA sont des bonnes choses. C'est côté positif comme négatif, mais je pense que si on voit les bons côtés des choses, il y a des outils qui nous permettent vraiment de gagner en performance et en productivité de dingue. Et je sais que tu adores ça. En tout cas, tu fais des posts pour. Et j'aimerais que tu m'en parles un peu. Alors, je vais dire un truc que je ne redirai plus jamais. Tout le monde adore les outils. Donc moi je suis tombé dans une maladie des outils à tel point que j'avais des slots dans mon agenda sur Product Hunt pour regarder quels étaient les nouveaux outils. Mais en fait l'outil ne fait pas le moine. On est d'accord. Donc ça je l'ai vraiment compris bien après. Donc je fais des posts sur les outils parce que c'est mes posts qui marchent le mieux sur LinkedIn. Ils font des millions de vues. Donc les gens aiment les outils, mais en réalité l'automatisation est plus globale. En fait, rentre dans un environnement qui s'appelle les processus et mettre en place des systèmes. L'automatisation, c'est la faculté qu'on peut avoir à réaliser de manière automatique des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Je te prends un exemple. Demain, tu crées un site internet, tu fais un formulaire sur ce site internet, tu as des gens qui remplissent ce formulaire, t'as une automatisation qui prend les informations, qui les met dans un tableau. T'as une automatisation qui prend ces informations, qui leur envoie un email, personne qui vient et t'as une automatisation qui, si
le statut des nouvelles personnes dans ce tableau n'est pas traité dans 72 heures, ça t'envoie un message sur Slack. Voilà. Ça, c'est des exemples basiques d'automatisation, mais qui te permettent d'enlever de la charge mentale. T'as pas à récupérer les informations sur ton site internet Wix pour ensuite aller les mettre dans un Excel en fin de semaine. T'as pas à envoyer des emails et donc du coup à dire en fin de journée, il faut que je mette un créneau à 19h pour envoyer tous mes emails des personnes qui m'ont contacté sur mon site parce que c'est fait de manière automatique. Et donc en fait, l'automatisation, c'est s'enlever de la charge mentale sur un truc que t'as testé, qui marche et que t'es sûr que ça fonctionne. Automatiser au début, ça sert à rien. À chaque fois, je dis, t'automatises pas avant de l'avoir fait pendant 3 mois à la main. Donc, l'automatisation, c'est ça, et c'est ma passion parce qu'en fait, justement, ça te permet de te libérer du temps. Exactement. Et en fait, sur la libération du temps, il faut que ça reste dans un contexte de un projet. Si tu veux te libérer du temps pour faire d'autres projets, on appelle ça du défocus. Par contre, si tu veux te libérer du temps pour ton projet et pour allouer ce temps-là à quelque chose qui a plus de valeur ajoutée, alors let's go. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, ça a de la valeur ajoutée que je vienne en physique faire ton podcast dans ce studio, tu vois. Et ben, mon automatisation, là, en ce moment, il y a des emails qui sont envoyés. En ce moment, il y a un post LinkedIn qui a été publié. En ce moment, il y a des DM Insta qui sont envoyés. Tu vois. Donc, en fait, je me dédouble et je travaille et je sais qu'est-ce que j'ai automatisé. Et je sais pourquoi je l'ai automatisé. J'ai automatisé les emails parce que j'ai déjà closé des deals en envoyant des emails à la main. J'ai automatisé mon LinkedIn parce que je sais quels sont les types de contenus que je veux faire, que je les ai préparés en amont et que je sais que ça peut m'apporter aussi des deals et que ça peut m'apporter de la brand awareness pour mon business, etc. J'ai automatisé Instagram parce que je sais que sur Instagram, pareil, c'est beaucoup plus facile de recruter des gens et je sais à qui je parle. Et une fois, tu vois, après, vous allez voir dans l'automatisation, parfois il se passe des dingueries. Au tout début, quand j'ai lancé justement toute cette stratégie de personal branding et d'automatisation, j'avais fait 2 robots, tu vois. J'avais fait un robot sur LinkedIn, où en fait, je m'étais dit, vas-y, il faut que je fasse des podcasts, tu vois. Les podcasts, c'est trop bien parce que c'est le summum de l'automatisation. Tu fais un contenu une fois pendant 2 heures dans une salle, ce contenu reste là à vie, il profite du SEO sur YouTube, du SEO sur Internet, et en fait, il travaille pendant que tu dors, tu vois. Exactement. Donc moi, sur ma chaîne YouTube, j'adore regarder les stats et voir pendant ma semaine de vacances, combien de personnes ont suivi telle et telle vidéo. Et je me dis, putain, la dinguerie, j'ai formé 30 personnes à Notion pendant que j'étais à la piscine, tu vois. Et en fait, j'ai lancé un robot pour trouver des podcasts. Et donc, c'était au tout début de LinkedIn, j'ai pris toutes les personnes qui avaient le mot-clé podcast dans leur title. Et je leur envoyé un message en disant, hello, trop stylé ton podcast, j'ai écouté les premiers épisodes. En gros, comme, viens, parle de moi. J'ai eu des réponses. Oh là 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 là. J'ai eu des réponses genre, bah écoute, mon podcast parle des femmes et de comment gérer leurs règles. Alors je vois pas trop ce que tu vas vouloir faire dans mon podcast. J'ai des trucs genre, mon podcast est spécialisé sur les villes médiévales, donc je vois pas l'intérêt. Mais après, à côté de ça, j'ai eu 15 podcasts que j'ai fait en disant, ouais, trop bonne idée et tout, trop cool que t'aies écouté mes épisodes. C'était quoi ton préféré? Et c'est là que tu te mets à commencer à écouter les podcasts de la personne. Donc évidemment, après, je faisais mes devoirs et je me renseignais sur le podcast et je savais avec qui j'allais m'entretenir. Mais tu vois, c'est des trucs, t'as aucune valeur ajoutée. Enfin, là, tu pourrais le faire de manière très fine et tout. Et au début, pour se lancer, c'est bien. Là, maintenant, aujourd'hui, je sais quels sont les podcasts que j'aime bien et les podcasts que j'aime pas bien. J'ai des podcasts dans lesquels j'ai trop envie de passer, mais je sais que c'est pas mon heure, tu vois. Par exemple, Génération Do It Yourself. Genre, il y a 3 ans, j'ai envoyé un message sur Insta au podcast Génération Do It Yourself en disant, je vous envoie juste un message, c'est pour l'historique. Mais un jour, je passerai dans votre podcast, tu vois. Mais tu vois, j'ai pas encore fait ce que je voulais faire aujourd'hui, tu vois. À la limite, peut-être, il y a d'autres personnes beaucoup plus talentueuses qui ont fait beaucoup plus de choses aujourd'hui qui pourraient passer, qui passent dedans d'ailleurs. Donc voilà, j'ai des, tu vois, ça rentre dans une stratégie globale de qu'est-ce que tu veux faire. Et donc, l'automatisation, elle peut te faire gagner beaucoup de temps. Maintenant, avec l'automatisation, il y a aussi la délégation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que tu dois déléguer, savoir déléguer. Et ça, c'est des trucs que nos entrepreneurs, parfois, ont du mal à faire. Surtout quand ça touche à du code, à des trucs très techniques, ils sont en mode, ah, putain, le mec que j'ai, là, à 18h, même si le code, il est encore buggé, il rentre chez lui. Bah, ouais, cousin, c'est pas son bébé, la boîte, en fait. Il est payé, tu vois, genre, c'est un salarié. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir déléguer. Et pour bien savoir déléguer, je te donne une petite astuce, que j'ai une belle métaphore.
c'est que je prends tout le temps la métaphore de Waze. C'est-à-dire que si tu veux apprendre à faire quelque chose à quelqu'un, ne lui donne pas Waze. Parce qu'il va juste apprendre à utiliser Waze et derrière, il connaîtra pas la ville. Par contre, si tu donnes pas Waze à quelqu'un, tu lui dis va d'un point A à un point B, oui, il va être en retard. Oui, il va se planter pendant les premières semaines. Par contre, derrière, il connaîtra la ville sur le bout de ses doigts et il sera beaucoup plus fort et il saura anticiper et même contredire Waze sur certains trucs parce que sur Waze, on va pas se mentir, parfois on est des sacrifiés. On est d'accord. Il nous faut faire des dingueries. On est d'accord. Juste pour tranquilliser le trafic. Et donc, du coup, il aura un advantage, il sera meilleur. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce que je pratique généralement quand je travaille avec mes collaborateurs aussi. Donc mes alternants, mes stagiaires, je sais comment faire, mais je te dis, en fait, nous quand on fait l'onboarding, je donne une semaine. Tu fais ce que tu veux dans l'entreprise, je t'envoie les documents, etc. On échange, on va manger ensemble, toutes ces choses-là. Mais ce qui se passe, c'est, par exemple, pour une de mes community managers, c'est va regarder tout ce qui a sorti BP, regarde sur le site internet, regarde sur Canva, sur Instagram, etc. Dis-nous ce que tu en penses. Tu as 2 jours pour faire ça. Et moi, ce que je dis, c'est que votre objectif, c'est d'être chiant ou chiante avec moi. Posez-moi 1001 questions. Une fois que ça c'est fait, je leur demande, voilà, maintenant vous devez faire ce type de poste. Faites comme vous voulez, mais faites-le. Parce que parfois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ils arrivent à trouver des moyens que moi-même j'avais pas trouvé. Sûr. Et je me dis, ah ouais, ok. Bon, je fais pas genre, ouais, je savais. Je me dis, ah, c'est pas mal ce que t'as trouvé là. Et du coup, en fait, ces solutions-là, on les implémente dans le process, et ce qui nous rend encore plus rapide et plus efficace, quoi. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu utilises. Et en ce qui concerne Waze, j'ai l'impression qu'il y a une secte derrière. Ils sont là pour tuer nos fuels. Non, mais en fait, le problème du management et le problème de la délégation, c'est le manager. En fait, le problème, c'est que la personne qui délègue ne sait pas où elle va. C'est pour ça que les meilleurs CEO sont les gens qui ont de la vision. Et moi, les CEO les plus impressionnants de San Francisco que j'ai rencontrés, c'est des mecs, ils ont des slots entre 1h30 et 2h à réfléchir sur la vision. Et ils ont une rigueur mentale qui fait qu'ils se disent, OK, je suis à ce point-là, j'ai tous ces chemins qui sont devant moi, en mode toile d'araignée, et ils étudient un à un, en exercice mental rigoureux, qu'est-ce que ça donnerait. OK, je lève 1 million, tac, 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 OK, ça m'amènera là. OK, je lève 10 millions, OK, ça m'amènera là. Je fais un partenariat avec tel industriel, OK, je serai là. Je fais ci, je fais ça. Et en fait, du coup, quand t'as quelqu'un en haut qui son rôle d'un CEO, c'est pas de faire les actions, c'est d'avoir la vision et d'emmener tout le monde dans le bateau dans la même direction. Et si ce mec-là est rigoureux et il sait exactement qu'est-ce qui va pas, il est capable de déléguer et de dire aux gens, voilà, toi, ton rôle, c'est que dans 6 mois, tu sois là. On va faire des points, je vais t'aider au début, mais après, ne me demande pas l'heure, let's go, fais ton truc, tu vois. Et si, de toute façon, le KPI que tu auras mis en place n'est pas respecté, bah, tu prends des décisions drastiques et tu dis merci, au revoir, ou alors tu t'expliques et tu essaies de trouver des solutions. Mais ce qui est hyper important, c'est vraiment de se dire, OK, je vais dans telle direction, est-ce que t'es d'accord, est-ce que t'es pas d'accord? Du coup, quand il y a un problème, quand il y a un élément extérieur qui vient frapper ce plan-là, c'est pas grave parce que il sait où est-ce qu'il va. Et donc il a juste à redresser la barre pour changer. Tu vois, ça peut être une démission, des choses comme ça. C'est pas grave parce que lui, il est déjà dans l'étape d'après. Donc cette étape-là, il va la régler. Tu vois. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, surtout sur la vision du CEO. Je vais encore prendre l'exemple d'Ulysse. Il sait où il veut aller. Et peu importe ce qui se passe, il sait où il veut aller. Bon, bien évidemment, il a des péripéties qui lui arrivent, etc. Il rencontre des cyclopes, il se déguise en mouton, etc. Mais quoi qu'il arrive, il sait où il doit aller. Je trouve que c'est hyper important d'avoir une personne dans une boîte justement qui ne doit penser qu'à ça, parce que en fait ça m'arrive aussi souvent. Bon, tu vois, à côté à la Villette on a le canal de l'Ourcq. Des fois tu vois la pose de Tortue Géniale, il met la main derrière le dos, il commence à marcher dos courbé. Parfois je mets ma petite musique où j'adore le piano, je mets mon piano et je vais me faire des scénarios en tête. C'est si ça doit se passer comme ça, si ça doit se passer comme ça. En fait, je me fais tous les scénarios possibles et moi je suis
je suis partisan il y a problème, il y a pas de problème, il y a pas de problème, il y a pas de problème. Ça veut dire que j'essaie de voir, je suis maniaque. J'essaie de voir si j'emprunte cette route-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Oui, non. Et si ça se passait mal, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et j'adore ça parce que parfois, en fait, quand on arrive, je pense surtout quand tu es en collaboration, en partenariat avec d'autres personnes, quand tu dois défendre des idées ou quand tu dois parler de projets, généralement, il y a toujours des oui, mais, et si, et ça, ici, et cela. Je trouve que c'est intéressant parce que, déjà, ça challenge le game. Mais ce que j'adore, bon, je vais pas me péter plus haut que mes fesses, mais ce que j'aime bien, enfin, j'adore avec ma méthode, c'est que, en fait, t'as toujours réponse à tout directement parce que tu sais où tu veux aller, tu sais, tu connais le chemin pour y aller. Et j'ai l'impression que plus tu es sûr de la trajectoire ou de la vision, même si le chemin est faux, eh ben t'arrives à entraîner le monde avec toi. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en vrai, ça me fait penser à One Piece aussi, tu vois. Ouais. One Piece, il a juste un goal et let's go, et il lui arrive des dingueries et tout le monde pourrait baisser les bras pendant son chemin, alors qu'en fait, lui, il sait juste où il va et let's go, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est hyper important. Après, il y a un facteur chance, il y a un facteur événement, il y a un facteur, il y a tous ces facteurs-là qui sont aussi à prendre en compte et qui, du coup, c'est impossible de tout prévoir. Sinon, ce serait chiant, l'entrepreneuriat. Ce qui est cool aussi, c'est d'avoir les imprévus, d'avoir les NFT qui se cassent la gueule, d'avoir l'arrivée de l'IA, d'avoir, tu vois, ça c'est des trucs que tu peux pas prévoir, d'avoir le Covid. Donc peut-être t'as beau avoir travaillé ta vision pendant longtemps, si t'es un restaurant que t'as le Covid, merci, au revoir, quoi. On est d'accord là-dessus. Du coup, je te remercie pour toutes ces réponses. Ça fait 1h30 qu'on échange déjà. Et j'ai juste 2-3 petites questions encore à te poser. C'est surtout sur le mindset, toutes ces choses-là, ou l'inspiration. Si demain, supposons... je pense que je te souhaite d'avoir des enfants. Hein, je sais pas c'est quoi tes projets, mais je te souhaite d'avoir des enfants. Ton fils de 17-18 ans te dit papa, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai pas besoin de ton aide, j'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin de ton réseau. Qu'est-ce que tu dois me conseiller pour que je réussisse aussi bien que toi ou plus que toi? J'irais déjà là. Il y a un entrepreneur qui deal tout ce qu'il donne à ses enfants, et le mec est milliardaire. Ouais. Il ne donne pas d'argent à ses enfants, et tout ce qu'il deal avec ses enfants, ça se compte en pages lues de livres. Ouais. J'adore. Donc tu vois, il dit si tu veux une pizza, c'est 10 pages. Si tu veux une voiture, c'est 1 million de pages. Et je trouve que c'est hyper important, mine de rien. Moi, il y a encore quelques années, le dernier livre que j'ai lu, c'était Charlie la chocolaterie, mais je trouve que c'est quand même hyper important. J'ai fait une prépa et tout, et je me dis que en fait, hier aussi, je sais plus qui disait ça, mais il y a un gars qui dit pour structurer ta pensée, il faut connaître celle des autres. Tu vois. Et ça, en vrai, c'est hyper important, c'est de se dire, ok, c'est quoi la rigueur que les autres ont utilisée pour aller d'un raisonnement A à un raisonnement B. Et en fait, il faut vraiment beaucoup lire. Ça peut être de la lecture, mais ça peut être aussi des vidéos YouTube, ça peut être, mais juste passer du temps à être humble, à penser, à savoir qu'on ne sait rien, et à tout le temps s'enrichir. Donc ça, c'est une première chose, je pense, pour lui. Je dirais, ok, genre, quoi que tu fasses, apprends tous les jours. Apprends. Après, la rigueur, la routine. Moi, je pense que c'est assez important. C'est un gros débat sur LinkedIn, douche froide, nanana. Je pense que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire vraiment routine, et à quel point quand tu la mets en pratique, ça devient une respiration et ça devient un réflexe. Ça, c'est quelque chose, pour le coup, qui est très personnel. Moi, j'ai créé une formation qui s'appelle Panam Automatise Academy, où justement pendant 40 heures, j'explique comment mettre en place son système et avoir ses propres routines, mais qui est vraiment le fait, ce qu'il faut retenir de la formation, c'est que il n'y a pas de bon système, il y a son système. Et en fait, c'est vraiment un voyage à sa rencontre, l'entrepreneuriat. C'est les gens qui veulent vraiment se connaître profondément. Tu fais l'entrepreneuriat et tu vas voir que les hommes se révèlent dans les coups durs. Tu vas célébrer des choses, etc. Donc, l'apprentissage, la rigueur, la discipline, et après, la chatte. On est d'accord. Et à un moment donné, il faut avoir la chatte. Et donc, je lui souhaiterais d'avoir beaucoup de chance, et de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et je pense qu'un élément qui est important, c'est de garder les pieds sur terre. Parce que l'homme est amnésique quand il est riche. Donc, il y a des moyens
de se prévenir de ça. Et il faut, tu vois, s'entourer d'une équipe qui fait que si tu commences à décoller un peu, ils prennent un bazooka et ils te ramènent à la terre, tu vois. Donc ça, c'est hyper important, c'est de toujours se raccrocher à des racines puissantes qui peuvent être familiales, qui peuvent être d'un entourage, d'amis, etc. Mais il y a un côté un peu genre gros comme toi, tu vois, genre ta tombe sera la même si t'as un gros compte en banque ou si t'es quelqu'un de connu ou si t'es quelqu'un de, tu vois, genre au final on sera tous seuls dans notre tombe. Donc même si t'es successful, oublie pas les autres. Reste humble. L'humilité avant tout. Be humble. Be humble. Je vais pas dire la suite. Super. Tu lis? Ouais, je lis Mike Horn en ce moment. Ok. Ouais. Super intéressant. Pourquoi? Il y a un truc qui me fascine chez lui. Déjà, je voulais comprendre quels avaient été les sacrifices qu'il avait fait pour réaliser ce qu'il a fait. Donc le mec est starbé en fait, tout simplement. Le mec était riche en Suisse, il a tout lâché, il a vécu sous des ponts en France pendant. Non, il était en Afrique du Sud, il est parti en Suisse pour vivre sous des ponts parce qu'il voulait juste vivre l'aventure. Enfin, le mec est fou. Et il s'est pété le genou et après il a descendu l'Amazone avec le genou pété. Enfin bref. J'adore. Je me vois en lui déjà. C'est un malade. Et donc je voulais comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que tu vois, il bouffait 7000 calories par jour pour traverser l'Arctique de nuit et rejoindre le pôle Nord avec son ami Borgen. Enfin bref, je voulais comprendre et je voulais en fait démystifier le côté aventurier de c'est trop stylé, j'aimerais trop être comme Mike Horn. Je voulais vraiment saisir sa psychologie à lui et qu'est-ce qu'il y a derrière. En fait, on se rend compte que j'adore, je suis un grand fan de Mike Horn, tout mon respect pour lui. Maintenant, il y a quand même une dimension chez lui un peu mégalo, de dire son but à lui, c'est de dire je suis le seul être humain à avoir marché là, tu vois. Donc il y a un côté un peu supérieur qui va chercher, et en même temps c'est normal parce que pour se mettre des défis comme ça et pour avoir une motivation à continuer, normal, quand tu vois ce qu'il a vécu, les doigts gelés, le nez gelé, enfin, il a vécu des morts devant lui, il a abandonné des personnes qui sont mortes quand il était dans des sommets de plus de 8000 mètres, enfin, il s'est passé des trucs de ouf dans sa vie, il a dû attacher des gens à des arbres en Amazonie parce que sinon il passait pas, enfin, tu vois, je crois qu'il y a des trucs de ouf dans son histoire, et ouais, du coup, ça m'intéresse beaucoup, et je lis beaucoup Alex Hormozi, qui est quand même le GOAT, qui a travaillé dans l'ombre pendant longtemps et qui maintenant fait beaucoup de contenu, donc qui commence à être connu, mais je m'inspire beaucoup de lui sur l'aspect théorique que ensuite je mets en pratique, et je sépare bien aussi là, comme on l'a dit au début, le bouclé, mais faire un business aux États-Unis n'est pas faire un business en France, donc tout n'est pas applicable. Et après, en termes de lecture, j'ai pas mal lu tout ce qui était productivité. Là, je pense avoir fait un peu le tour. Je pense avoir trouvé moi mon équilibre avec mes routines que je change parfois, etc. Mais je pense que pour vraiment poncer le sujet de la productivité, faut quand même y passer du temps, parce qu'il y a un monde entier autour de ça. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de podcasts. Je regarde des gars comme Ali Abdaal, tu vois. Donc ouais. Et après, en termes de lecture, je lis un truc là en ce moment qui s'appelle Le Monde sans fin, qui parle de décroissance et c'est de la vulgarisation économique, scientifique, très très stylé sur, tu vois. Par exemple, c'est quoi l'équivalent de pédaler pour un être humain pour faire l'apport en énergie que pour avoir 1 litre de pétrole, tu vois. C'est des choses comme ça, on se rend compte un petit peu de tous les débats sur l'écologie, de tu prends l'avion pour aller à l'île Maurice, d'accord frère, tu t'habites chez Zara, donc c'est pareil, enfin tu vois, il y a plein de trucs où ils remettent un peu les pendules à l'heure sur qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance. Mais écoute, super intéressant, je vois que t'adores la lecture et t'aimes apprendre, ça fait hyper plaisir. Là, ça fait presque 2 heures. Il est 16h07 à ma montre. Donc, franchement, c'est hyper génial. Si tu avais un dernier mot à partager avec les personnes qui nous regardent, soit qui nous écoutent, ce serait quoi? Ta punchline, allez. Ma punchline, c'est ça part. Pour en gros, justement, arrêter de rêver de sa vie et de se dire let's go. Moi, ma copine, elle veut lancer un business. J'ai du mal à la pousser à faire le premier pas. Donc en vrai, je pense que à partir du moment où on a fait le premier pas, on a fait 90% du taf. Super. Eh bien, écoutez,
faites le premier pas. Franchement, Pierre, super. Merci. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et pour ceux qui sont intéressés, soit par tes services ou juste te contacter, parce que voilà, je pense que t'as de la valeur ajoutée de dingue à apporter aux entrepreneurs, que ce soit ceux qui viennent au early comme à ceux qui sont lancés depuis longtemps. Comment est-ce qu'ils peuvent te joindre? Moi, globalement, c'est LinkedIn. Sur LinkedIn, je parle de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on lance. Je build vachement le public. Et après, on a un blog qui s'appelle donc sur l'adresse blog.jointhequest.co, ouais. Où on écrit justement ces fameux contenus toutes les 2 semaines chacun. Et on a une chaîne YouTube qu'on est en train de lancer. Où on va montrer un peu les coulisses de nos entrepreneuriats, enfin de nos entrepreneurs. Et ouais, voilà. Globalement, tout est centralisé en fait sur LinkedIn. Et un podcast bientôt. Podcast bientôt, qui normalement va s'appeler Secret de l'agence. J'ai hâte. J'adore apprendre et j'en écoute pas mal des podcasts. Et j'écoute beaucoup Scalisia, je sais pas si tu connais. Ouais, franchement, c'est quelque chose. Ouais. Et j'aime beaucoup leur contenu et je connais pas les personnes personnellement. Hein. Ouais, non, moi franchement, j'ai fait un épisode avec Benoît. Ouais. Justement pour parler de My Name is Bond. Ouais. Ouais, franchement, humainement et tout, c'est un mec incroyable. C'est un mec qui se nourrit en mettant les autres en valeur. Ouais. Donc ouais, non, franchement, gros big up à Benoît et toute sa clique, parce qu'ils sont beaucoup chez Scalisia. Ils sont vraiment beaucoup. Je crois que c'est une 30aine au moins. Super. Et je pense que c'est un mec top avec qui bosser, qui fait pas de micromanagement. Et ouais, humainement, j'avais vraiment bien aimé le personnage. Et j'espère pouvoir le rencontrer un jour. Mais écoute, super, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et quant à moi, j'ai passé un moment incroyable. On a parlé on est passé de Kobe Bryant au mindset entrepreneurial des États-Unis, à faire du marathon, de l'ultra trail, à parler d'éducation de ton entreprise. Franchement, hyper intéressant. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger une autre fois, soit via un autre podcast sur un peu plus deep sur l'automatisation, toutes ces choses-là. Ouais. Mais en tout cas, écoute, je te remercie d'avoir joué le jeu et c'était lourd, quoi. Merci à toi, merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Je t'en prie, super. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit avec toi.